Bien, alors on va faire un petit voyage autour du James Webb Space Telescope, qui est quand même un bijou de technologie, donc je vais en parler, qui marque un pas important dans l'exploration spatiale. Je vais d'abord me poser la question, pourquoi est-ce qu'on éprouve le besoin de faire un télescope aussi étrange? Parce que, voilà, il y a plein de promesses, on va en venir. C'est étrange parce que, en général, les télescopes, ils sont dans un, dans un réservoir, surtout des télescopes infrarouges, ils sont dans un réservoir protégé, etc. Et donc le rayonnement lumineux, il arrive ici, tombe sur le miroir primaire, miroir secondaire, ça rentre à l'intérieur, les instruments en dessous. Mais là, il est tout nu face à l'univers. Et donc il a vraiment un look très particulier. Donc c'est le plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace. On a beaucoup entendu dire, vous en avez entendu parler dans les médias? Ouais, parce qu'il y a un moment où il y a eu beaucoup de... Bon, voilà. On a beaucoup dit que c'était la taille d'un terrain de tennis, hein, voilà, donc ça fait quand même vingtaine de mètres, 15 mètres de large, 12 mètres de haut. C'est quelque chose d'extrêmement volumineux et qui a quand même une drôle d'allure, donc je vais expliquer un petit peu d'où est-ce que ça vient. Le télescope précédent lancé par la NASA, c'était le télescope Hubble, le Hubble Space Telescope, qui avait été lancé en 90, un peu myope, enfin, ce qu'on avait dit à l'époque, ce que les journalistes disaient, enfin, qui avait un défaut optique en tout cas, et il avait un diamètre du miroir primaire de 2,40 m, donc les Américains ont dit assez logiquement, c'est le plus grand télescope après le Hubble, en oubliant, comme ils le font très souvent, assez systématiquement, qu'il y a un télescope infrarouge un peu plus lointain qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne en 2009, qui s'appelle Herschel, et qui faisait 3,50 m de diamètre. Mais effectivement, c'est un saut sur la taille du miroir. Et on va voir ce que ça a eu comme impact sur le développement du... Alors, une des choses qui s'est passée, c'est qu'une fois le télescope en place, c'est la première image dont on a entendu parler, elle a été dévoilée par Joe Biden, pour bien dire, il y avait cette ambiance voilà, un peu politique, le 11 juillet 2022, voilà, avec un... voilà, donc c'est une pause de 12 heures hein, sur le fond, ce qu'on appelle comment ça s'appelle déjà, un cliché profond en quelque sorte, hein, c'est une observation profonde. Et là, on a eu une avalanche de titres dans la presse qui m'ont personnellement poussé à... Bon, j'ai eu envie d'expliquer un petit peu les choses. Donc cette image-là, on a dit, voilà, c'est l'univers il y a 13 milliards d'années. C'est faux, c'est pas l'univers il y a 13 milliards d'années, c'est une zone de l'univers qui est toute petite, on est d'accord, c'est 2 arcs-minutes, c'est pas grand-chose. On a dit un grain de sable au bout du bras sur le ciel, hein, comme taille de cet échantillon de ciel. C'est pas l'univers il y a 13 milliards d'années, il y a des choses là-dedans probablement qui sont il y a 13 milliards d'années, peut-être des tout petits points rouges et plein qu'on voit pas au milieu de tout ça. Mais en fait, c'est comme quand on regarde le ciel, on voit la Lune à 1 seconde et demie, on voit le Soleil à 8 minutes, la plus proche étoile est à 4 années-lumière, Jupiter est à 40 minutes. Donc quand on regarde le ciel, de toute façon, on a une espèce d'image composite avec des objets dont la lumière a mis un certain nombre d'heures, de jours, de mois, d'années, de millions d'années, voire de milliards d'années à nous arriver. Donc ce n'est pas une image de l'univers il y a 13 milliards d'années, c'est des objets qui sont répartis avec un amas de galaxies qui a 4,6 milliards d'années et qui fait en fait ce qu'on appelle un effet de lentille gravitationnelle, c'est-à-dire que ça déforme. On a des galaxies lointaines ici, un effet de lentille gravitationnelle qui courbe la lumière, et ça arrive sur la Terre, et on a donc ces espèces de formes bizarres là, d'arcs gravitationnels qui ne sont que des images éventuellement répétées d'un objet qui est beaucoup plus lointain et qu'on ne voit pas forcément sur l'image. Donc ça, il y a du boulot pour les scientifiques pour décoder, mais en tout cas, ce titre-là, il est plus que résumé. Il y a eu aussi toutes les discussions du genre « les images de Webb sont plus belles que celles de Hubble ». Bon, oui, il faut juste réfléchir au fait que le Webb, il observe dans l'infrarouge, et le télescope Hubble, il observait dans la lumière visible. Dans l'infrarouge, c'est des fausses couleurs. Donc en fait, on peut rendre les images aussi belles qu'on veut. Vous voulez un peu plus de jaune, un peu plus de vert. En général, elles sont colorées en fonction de ce que les scientifiques veulent mettre en relief, en quelque sorte, dans l'image. Mais il n'y a pas une histoire de beauté d'image, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc ça fait beaucoup de titres aussi. Et en plus, ils ne regardent pas la même chose, puisqu'ils regardent des objets qui émettent de l'infrarouge, et là, des objets qui émettent le visible. On a eu des choses aussi, les astronomes pensent pouvoir remonter à la lumière émise par des objets plus tôt dans l'histoire de l'univers. Ça ne vient pas de sortir. On a
l'image la plus profonde de l'univers, c'est ce fond fait par le satellite Planck, qui remonte à 13,8 milliards d'années-lumière, et qui montre le ciel, en fait, dont j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, il y a 13,8 milliards d'années, c'est ça qui émet la lumière qui vient de plus longtemps dans l'histoire, c'est ça. Donc ce titre-là, il est un peu... Voilà, alors après, on a eu le télescope Webb qui révolutionne l'astronomie, l'univers comme on ne l'avait jamais vu. Effectivement, si on lançait un... Heureusement qu'on voit l'univers comme on ne l'avait jamais vu, parce que quand on lance un objet qui fait 10 milliards qui a coûté 10 milliards d'euros et qui a coûté 30 ans de développement, heureusement qu'on voit un peu des choses différentes de ce qu'on connaissait, parce que ça serait sinon un peu difficile. Mais j'aime beaucoup le pour la science. On va enfin voir la main du créateur, bande de petits voyeurs, donc ça c'était le côté humoristique de la chose. Mais voilà, la première image a déclenché en fait tout un ensemble de réactions. Alors, ce qu'il faut bien voir, je vais expliquer pourquoi on a finalement le JWST maintenant et sous la forme qu'il a. D'abord, depuis l'histoire des télescopes, dont on rappelle télescope, je rappelle que ça veut dire voir loin, hein, télescope en grec, c'est toujours une course au diamètre des télescopes pour avoir plus de lumière. Ça fait faire des progrès en 6 sensibilités, ça veut dire qu'on voit des objets qui émettent moins de lumière, qui sont moins lumineux, et des objets qui sont plus loin. Et puis, ce qu'on appelle la résolution spatiale, c'est-à-dire la finesse, finalement, de l'image, hein, le contraste et la finesse de l'image qu'on est obligé d'observer. Donc, on peut commencer par Galilée avec sa lentille qui faisait 5 cm, et puis Newton avec des miroirs qui faisaient même un petit peu, le miroir principal qui faisait 3,3, l'inventeur du télescope. On a Herschel, William Herschel, dans les années 1780-89, qui construit des télescopes de plus en plus grands, avec... un premier miroir de 17 et puis là 1,1 m 20. Des miroirs en bronze. Là, les miroirs, c'est du cuivre recouvert de zinc. Là, c'est des lentilles, évidemment, qui sont en verre à l'époque. Quand on saute au XXe siècle, on a l'observatoire du mont Wilson, qui a servi à M. Hubble à découvrir la fuite des galaxies, d'où vient l'expansion de l'univers. Donc là, c'était miroir en verre de 2,50 m. On a le mont Palomar, l'astronome Hale en 1949. Donc là, on a du verre aussi un peu spécial qu'on appelle du borosilicate. Pyrex, je ne rentre pas dedans, mais c'est du 5 mètres. Ça commence à peser lourd, 25 tonnes. Et puis là, on a l'observatoire russe de Zelenchuk, 1975, qui fait 6 mètres et 42 tonnes. Donc ça commence à être aussi... Bon, alors avec tous ces télescopes-là, l'histoire de l'astronomie, si on devait la faire en une diapo jusqu'en 75, il y a les découvertes des lunes de Jupiter, les satellites galiléens par Galilée, les phases de Vénus, les taches solaires, le relief de la Lune. Herschel, il a découvert Neptune, Encelade et Mimas, qui sont des satellites de Saturne. Et voilà. Là, les nébuleuses, le fait que les nébuleuses, c'est différent des objets de la Voie lactée qu'on appelle des galaxies. On ne sait que depuis 1917-1920, je dirais, avec les mesures de Hubble, qu'en fait, dans les choses qui sont nébuleuses dans le ciel, c'est-à-dire qui ressemblent à des nuages, qui ne sont pas très bien définis, il n'y a pas de contour vraiment clair, il y en a qui sont des nébuleuses qui sont dans notre galaxie, la Voie lactée, et il y en a qui sont des galaxies autres que la Voie lactée. Ça, c'est quelque chose qui ne date que du début du XXe siècle. Hein. Ça peut être surprenant, on a l'impression que voilà, le terme... Et notamment la fuite des galaxies, comme je le disais, qui a permis de partir sur l'idée de l'expansion de l'univers sur laquelle je reviendrai. Autre point que je voulais mentionner là-dedans, c'est les matériaux. Là, on a dit que les miroirs étaient... Enfin, il y a les matériaux d'abord, et puis il y a le détecteur qui permet de récupérer. Jusqu'à Herschel, c'était des dessins. On n'avait rien d'autre. Grosse innovation, les plaques photo en verre à partir des années 1880, qui ont servi notamment pour le grand observatoire du mont Wilson, en Californie. Après, on a eu les fameuses plaques Kodak pour faire des photos. Voilà. Donc, voilà, on a progressé sur l'ensemble des sujets, la taille du miroir et puis la finesse et les performances des détecteurs qui captent la lumière. Actuellement, les télescopes qui sont en fonctionnement, il y a un 9,8 mètres à Hawaï, hein, les télescopes Keck. Et là, la grosse innovation que je vous demande enfin, faut y faire attention, c'est qu'en fait, on a transformé l'énorme miroir en hexagone de 1,80 m pour constituer, en fait, au lieu d'avoir un miroir circulaire, on a un miroir avec un assemblage d'hexagones
qui sont en plus actionnés chacun de façon à pouvoir faire ce qu'on appelle de l'optique active, donc pouvoir en permanence, avec toutes les conditions, voilà, avoir un miroir d'une forme parfaite. Donc ça, c'est de la vitrocéramique, c'est du zéro dur, et ça fait 9 mètres 8, donc c'est déjà plus gros que le James Webb. On a les 8 mètres du Very Large Telescope, donc les grands télescopes qui sont au Chili, de l'agence spatiale, enfin de l'ESO, European Southern, l'Observatoire spatial austral, non, pas spatial, European Southern Observatory, l'observatoire austral, voilà, européen. Et puis on a le VLTI, donc on a toute cette installation, et là les miroirs sont des vrais miroirs, enfin des vrais miroirs, des miroirs circulaires. On n'a pas utilisé ce genre de technique, mais donc en plus ils travaillent en ce qu'on appelle en interférométrie ensemble. Et puis on commence à cette époque-là à mettre les observatoires en hauteur, hein. 4000 mètres à Hawaï, 2600 mètres au Chili. On essaye d'avoir moins d'atmosphère au-dessus, et je vais en dire quelques mots. Et on a même un 10 mètres 40 actuellement à La Palma, aux Canaries. Donc ça, c'est l'état actuel des télescopes qui fonctionnent au sol. En termes de détection, on a les capteurs électroniques, évidemment, à partir de 1980, on est toujours, évidemment, dans la suite, avec des améliorations permanentes des détecteurs. Donc c'est juste pour dire que le fait d'augmenter la taille du miroir, c'est un grand classique, et ça va être le summum en 2027. Tout le monde espère qu'il y aura la première lumière, puisqu'on va avoir, évidemment, ça c'est un dessin, une vue d'artiste, du futur ELT, Extremely Large Telescope, qui est au Chili, pas loin du Very Large Telescope, sur la montagne en face, et qui va être à 3000 mètres et qui va avoir un diamètre de 39 mètres. Donc c'est un monstre absolu d'avoir un télescope de cette taille. Il va avoir 15 fois plus de photons capturés que le VLT, avec aussi un miroir segmenté, 798 segments de miroirs et des actionneurs derrière. Donc ça, c'est le projet qui est en construction actuellement, normalement, qui devrait fonctionner en 2027. Alors ce qui est important, je vous ai dit, c'est la résolution spatiale. La résolution spatiale, ça se mesure souvent en angle ou en taille d'un objet qu'on peut regarder à une certaine distance. En fait, c'est la distance angulaire, en général, qui sépare deux objets dont on peut dire c'est deux objets différents et c'est pas le même. C'est-à-dire que là, si vous avez des objets, il y a un moment où voilà, c'est la distance mesurée qui fait qu'on voit que c'est deux choses et pas un seul. Donc c'est un critère qui a été défini. Et donc si on regarde les différents objets dont je vous ai parlé, d'ailleurs je ne vous ai pas parlé de votre œil, mais c'est le cas, au lieu de vous parler de résolution spatiale, j'ai mis les détails qu'on peut voir sur la Lune. C'est la même chose, hein, c'est la taille d'un objet qu'on peut vraiment apercevoir et voir. Ben là, vous avez la résolution spatiale théorique, en général, elle est proportionnelle à la longueur d'onde, c'est-à-dire que plus les rayonnements sont visibles dans le rouge, l'infrarouge, etc., plus la résolution spatiale, là, plus ça augmente, enfin la longueur d'onde, et plus le miroir est grand, plus ça réduit le truc. Donc en fait, on a une meilleure résolution spatiale quand on regarde dans le visible avec un très grand miroir. Et donc, voilà, ça c'est la résolution spatiale théorique de ces différents, des jumelles, l'observatoire de Herschel, le Hooker qui est donc aux États-Unis, le VLT qui est au Chili, le Keck qui est à Hawaï, et le LT qui va pas tarder à apparaître au Chili avec ses quasiment 40 mètres de diamètre. Et vous voyez ici les détails sur la Lune qu'on peut voir avec ces différents télescopes. Alors ce qui est amusant, c'est que le Space Telescope Hubble, qui a été lancé en 90 et réparé à partir de 93, le Space Telescope Hubble, il est en altitude, enfin il est en orbite à 570 km, il est à peu près, c'est un télescope de 2,50 m. Donc en fait, il a la même taille que le Hooker. Par contre, le Hooker n'a pas la résolution spatiale théorique, tout simplement parce qu'il y a un effet que je n'ai pas du tout mentionné là. Ça, c'est la théorie d'un objet optique dans un laboratoire, etc. Mais on n'a pas du tout intégré là-dedans l'atmosphère. Et effectivement, les détails sur la Lune de 110 mètres que devrait avoir le Hooker et qu'il n'a jamais eu, le Hubble Space Telescope, là, pourquoi ? Parce que le Hubble Space Telescope est dans l'espace. D'accord ? Ça, c'est vraiment la grosse différence. On peut avoir des énormes télescopes au sol, on gagne, mais on ne gagne pas sur tous les tableaux. Donc, on est sur le atmosphère-atmosphère.
parce que vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que, vu qu'on a des télescopes, qu'on est en train de construire un 40 mètres au sol, on se lance dans le fait d'envoyer un télescope de 6 mètres dans l'espace. D'accord ? Il y a une des raisons, c'est l'aspect de l'atmosphère. Qu'est-ce qu'elle fait, l'atmosphère ? Elle diffuse la lumière. Voilà, donc en fait, quand les gens qui observent de temps en temps avec des lunettes ou des télescopes, ils voient bien que voilà, la lumière, elle est agitée, elle est animée de mouvements turbulents à cause de la température, du vent, de la pression. On a des images qui ressemblent à ça. Et donc, ça, voilà, ça perturbe un peu, évidemment, l'image qu'on fait. Alors, on sait corriger ce genre de choses, corriger partiellement, on sait faire ce qu'on appelle de l'optique adaptative. C'est-à-dire on est capable de corriger en permanence. En fait, ce qui se passe, c'est que le front d'onde, il est perturbé par l'agitation de l'atmosphère ici. Donc, les rayons, ils arrivent sur le miroir primaire un peu n'importe comment. Et on sait, avec une étoile laser, je n'insisterai pas là-dessus, on peut en discuter, et des miroirs déformables avec tous les petits vérins en dessous, et un calculateur qui va vite, on est capable de corriger les images au sol, des télescopes qui sont au sol, une partie des effets atmosphériques. Donc on tire au laser sur les nuages et sur l'atmosphère. Voilà, ça c'est des choses qui ont été développées notamment par l'Observatoire de Paris, l'ESO et l'ONERA, avec un prototype qui a été testé à l'Observatoire de Haute-Provence, qui fait sur le 2 mètres de l'Observatoire de Haute-Provence. Et donc, vous voyez, avec l'optique adaptative et sans l'optique adaptative, cette image de Neptune, je pense. Et puis là, au VLT, en 2001, il y a le passage, voilà. Donc, sans l'optique adaptative, ça donne ça. Voilà, et avec, ça donne ça. Donc, on sait améliorer une image. Disons, la corriger partiellement, ça vaut quand même pas la même chose que quelque chose qui est complètement sorti de l'atmosphère. Mais bon, c'est un gros problème. Le deuxième problème de l'atmosphère, c'est que l'atmosphère, elle absorbe la lumière des astres qui nous arrivent sur le sol, et en plus, elle émet la sienne par-dessus le marché. Si je dis des choses que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Hein. Ouais ? Non, sans blague. Hein. On est entre nous, là, donc... Que vous ne traîniez pas un truc en disant « j'ai rien compris à ce qu'elle a raconté ». Donc, en 1800, M. William Herschel, grand scientifique qu'on peut associer à beaucoup de choses, beaucoup de découvertes, il avait ici mis un prisme pour faire les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, voilà, trouver le spectre de la lumière du soleil. Et puis il a eu la bonne idée de mettre des thermomètres devant les différents endroits, et il s'est aperçu que il mettait devant le rouge, le bleu, le vert, etc. Il voyait qu'il y a des différences de température, mais surtout il a eu la super idée de mettre un thermomètre dans la zone où il n'y avait plus rien. Et il s'est aperçu que ça chauffait. Donc ce qu'il appelait les rayons calorifiques. En fait, c'est la découverte de l'infrarouge. Donc, je suppose que vous savez, mais je le répète quand même au cas où, la lumière, ce qu'on appelle la lumière dans le vocabulaire courant, c'est la lumière visible qu'on voit avec nos yeux. Mais il existe de la lumière beaucoup plus énergétique et beaucoup moins énergétique qui sont dans d'autres gammes de longueur d'onde, hein, donc et qui sont directement liées à la température des objets. Alors maintenant, les gens connaissent bien... Vous savez que vous êtes tous émetteurs d'infrarouge. En tout cas, votre maison l'est. Les fuites thermiques aussi, quand on fait des diagnostics... voilà. Donc, à la température qu'on pourrait qualifier d'ambiante, on émet de la lumière infrarouge. Des objets qui sont à des centaines de millions ou des milliards de degrés émettent plutôt des rayons extrêmement énergétiques, et puis ceux qui sont à des températures inférieures à 0, jusqu'au 0 degré absolu, qui fait moins 273 degrés, on a plutôt de l'infrarouge, des micro-ondes et des ondes radio. Donc, quand on regarde un objet dans le ciel, en fonction de sa température, il envoie un type de lumière que les astronomes, les astrophysiciens sont chargés de décoder pour savoir ce qui se passe. Donc en fait, on a ici William Herschel qui a découvert l'infrarouge, et puis tous les autres rayonnements ont été découverts dans les années au début du XXe siècle. Et l'autre problème qu'on a, c'est que ces lumières envoyées par les objets du ciel, par les astres, l'atmosphère, notre atmosphère de la Terre est assez largement, elle les empêche de passer assez largement. Donc en fait, on a deux endroits où ça se passe très bien. Il y a la lumière visible, qui en gros arrive au sol. Il y a une petite modif, mais enfin, entre 0,4 et 0,8 microns. Et puis on a tout le domaine des radios,
où là, effectivement, les rayons... Bon. Donc en fait, on ne fait des observatoires au sol essentiellement que dans le visible, pour observer les rayonnements visibles, c'est-à-dire d'objets qui sont en gros à la température du Soleil, hein, on va faire simple, et puis dans les ondes radio, où c'est des objets qui sont vraiment très froids. Tout le reste, les ultraviolets, les X et les gamma, tout ça qui est très énergétique, c'est bloqué par l'atmosphère. L'infrarouge, il y a des fenêtres, il y a des endroits où ça passe, des endroits où ça passe pas, mais en gros, ça passe pas vraiment. Voilà, et le radio micro-ondes, ça passe. Donc, heureusement pour nous tous, l'atmosphère protège la Terre des rayonnements de haute énergie, parce que sinon, de toute façon, on ne serait pas là pour en parler, d'accord? Parce qu'on aurait tout cramé et que... Voilà, donc ça, si on était sous une pluie de... Si on captait non seulement les rayons UV qui, de temps en temps, nous font un peu de coups de soleil, mais c'est pas les UV très, très courts, et puis où il y aurait des rayons X en permanence, ne serait-ce que du soleil, on serait mal. Donc, heureusement... l'atmosphère, elle nous protège de ça et elle donne accès en visible et en radioastronomie aux messages que nous envoient les astres et que nous sommes chargés de comprendre. Par contre, ce qui est moins sympathique, c'est que l'atmosphère aussi, elle est émettrice d'infrarouges. Donc en fait, elle empêche d'arriver les infrarouges qui nous viennent, les infrarouges ou disons les rayonnements qui viennent, etc. Mais dans le domaine infrarouge, c'est particulièrement ennuyeux parce que les composants de l'atmosphère, notamment l'eau et le gaz carbonique, absorbent des tas de photons incidents. Donc en fait, on se retrouve avec, non seulement ils absorbent les photons incidents, mais ils émettent aussi. Donc en fait, on se retrouve avec un signal un peu compliqué. Quand on regarde un astre et qu'on voudrait faire quelque chose en infrarouge, on a à la fois des fenêtres, etc. On a la lumière qui vient, qui est filtrée, et en plus, l'atmosphère, elle rajoute sa propre émission. Donc c'est pas facile du tout de savoir de quoi on parle et ce qu'on mesure. Donc évidemment, au cours des temps, on a commencé à essayer de sortir un peu de l'atmosphère pour se libérer de ce problème. En ballon, il y a eu des tas de missions d'observation des astres en ballon, en avion, et puis effectivement, la seule vraie solution, c'est de mettre les capteurs, les yeux artificiels sur des satellites qui sortent complètement de l'atmosphère de la Terre pour s'en débarrasser. Voilà. Au passage, je mentionne que là, les températures sont marquées en K et en C. Bon, ça, c'est le degré Celsius habituel. Ça, c'est la température en degrés Kelvin, qui se caractérise par le fait qu'il y a un écart de 273 degrés entre les deux. Donc, quand on est à température ambiante, quand on est en température habituelle, on a un écart de 273. Par contre, quand on est à 300 K, on va dire, à température ambiante, on va arrondir à 270. Bon, quand on est à des millions ou des milliers de degrés, on s'en fout qu'il y ait 273 de différence. On va dire que c'est le même type d'unité. Ça, c'est ce qu'on appelle le 0 degré absolu, c'est-à-dire la température minimale à laquelle on peut... D'ailleurs, il n'y a pas marqué le 0 Kelvin. La température au-delà de laquelle on ne peut pas descendre, puisque toute la matière elle devient complètement inerte. Alors, une fois que j'ai fait ces petits rappels de physique qui me semblent nécessaires, ça m'évite de les rappeler après quand je reparle de plusieurs sujets. Savoir aussi qu'une étoile, c'est une boule de gaz qui est en équilibre entre la gravitation et la pression. Donc c'est comme si une boule de gaz, elle a tendance à s'effondrer sur elle-même. Mais comme il y a les réactions, la fusion thermonucléaire qui est à l'intérieur dans le cœur, ça donne une pression dans l'autre sens et ça donne une boule de gaz qui est en équilibre. Donc une étoile, c'est une boule de gaz qui est née dans un nuage de gaz et de poussière qui, en général, a été généré à la mort d'une étoile précédente. Voilà, donc ça peut aller jusqu'à des étoiles qui font 2000 fois la taille du Soleil et une centaine de masses de notre Soleil, mais une étoile, c'est une boule de gaz qui a une histoire. Autour d'une étoile, il y a en général, en tout cas chez nous, dans notre système solaire, des planètes qui tournent autour. Et donc c'est juste pour avoir quelques notions de distance. Le Soleil est à une unité astronomique, 150 millions de kilomètres de la Terre. Évidemment, jamais aucun schéma de ce type-là n'est à l'échelle. En astro, on ne peut pas, parce que si on a le Soleil qui fait 1 mètre, la Terre, c'est une bille qui est à 100 mètres. Donc on ne peut jamais rien dessiner comme ça. Donc ce dessin est faux comme tous les dessins de ce type. Mais le Soleil, il est à 8 minutes-lumière, comme je disais tout à l'heure. Neptune, qui est la planète la plus lointaine, elle est à 30 unités astronomiques. Donc ça, c'est notre monde. On est dans l'heure-lumière en distance
8 minutes-lumière étant la distance que parcourt la lumière en 8 minutes. D'accord ? Ça fait la distance au Soleil. Notre étoile, c'est une des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée, qu'on ne peut que dessiner. On ne peut pas la prendre en photo sous cette forme-là, en tout cas. On est quelque part ici, à 30 000 années-lumière du centre. Notre Voie lactée, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. Donc c'est un assemblage d'étoiles, et ça, on ne l'a compris vraiment, je vous disais, que dans les années 1920-1930, avec l'observation de Hubble et de la fuite des galaxies. Il y a à peu près 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Et la plus proche étoile de nous, Proxima du Centaure, elle est à 4 années-lumière, à quelque chose près. Donc on a notre système solaire avec les planètes, et puis une autre étoile qui est à 4 années-lumière. Il y a pas mal de choses. Bon, je ne refais pas la conf sur le système solaire que j'ai déjà fait il y a quelques années. C'est juste pour faire un rappel. Maintenant, des galaxies, il y en a plein d'autres autour de nous. Il y a plus proche, c'est la galaxie d'Andromède, qui est la seule qu'on puisse voir à l'œil nu. Voilà, et la galaxie d'Andromède, elle est à 2,5 millions d'années-lumière, c'est-à-dire que quand vous la voyez à l'œil nu, ça ne va pas tarder, là, elle est encore un peu bas, mais plus tard dans l'été, on va pouvoir la regarder. À l'œil nu, parce qu'elle est taille, ça c'est la taille de la Lune à côté, hein. Donc alors on n'a pas cette qualité d'image là évidemment, hein, ça s'est pris avec un télescope, mais bon, on peut voir quelque chose de nébuleux et de clair à l'endroit. Voilà, on sait exactement comment la trouver, c'est pas trop difficile. Et donc elle est à 2,5, ça veut dire que quand on la regarde, l'œil, le rayon lumineux qui tape dans notre œil, il est parti il y a 2,5 millions d'années. C'est-à-dire qu'il est parti, l'homme n'existait pas sur la Terre. On était Homo habilis, après il y a eu Erectus, il y a eu Homo sapiens sur la fin, mais le rayon lumineux, quand on regarde cette galaxie et qu'on se dit « Ah ouais, là l'image que j'ai d'elle, c'est il y a 2,5 millions d'années », qu'il a fallu ce temps à la lumière pour arriver jusqu'à notre œil. Et, dernier point, si vous posez ce petit carré-là du ciel, un endroit où il n'y avait rien à voir, il n'y a pas de point blanc, il n'y a pas d'étoile, il n'y a rien qui gêne, et que vous mettez un gros télescope derrière, vous avez ça. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un ciel étoilé, c'est un ciel galaxié. Tous les points qui sont là sont des galaxies. Et voilà, donc ça, c'est une image faite par le Space Telescope Hubble, sur une taille un petit morceau là, qui fait 1/10 du diamètre apparent de la Lune, et on a quelques centaines de milliards de galaxies évaluées dans l'univers observable. Donc ça vous donne des échelles quand même qui sont importantes, parce que le JWST va s'intéresser à ces différentes échelles. C'est pour ça que pour ne pas qu'il y ait de confusion dans ce que je vais dire juste après. Dernier point dans la partie intro, je vous ai dit qu'il y avait ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est la lumière la plus lointaine qui nous vienne de 13,8 milliards d'années. Ça, c'est la vision qu'on a de notre univers. On sait donc depuis Hubble, on va faire simple, que l'univers est en expansion. En fait, un télescope, c'est une machine à remonter le temps. Plus on voit loin dans l'espace, plus on voit loin dans le temps. Et donc, avec le satellite Planck qui est ici, on a fait à travers les galaxies, il fallait passer à travers, c'est un travail dingue d'ailleurs pour réaliser cette petite carte de fond diffus cosmologique, parce que c'est considéré comme passant à travers les galaxies, les étoiles, etc. C'est vraiment ce qu'on appelle la lumière fossile de l'éventuel Big Bang, à un moment où l'univers était à 3000 degrés, et on reçoit aujourd'hui, c'était 3000 degrés, c'est une température de l'ordre de celle du Soleil, donc ça émet de la lumière visible, et à cause de l'expansion de l'univers, cette lumière arrive aujourd'hui dans les micro-ondes, et donc le satellite Planck a fait la cartographie de ce fond diffus cosmologique qui, normalement, d'après les modèles, date de quelque chose comme 400 000 ans, 380 000 ans, après l'hypothétique Big Bang. Donc l'histoire de l'univers qui est ici, il y a tous les objets qui sont là, il y a les étoiles, il y a nous, il y a le Soleil, il y a nos planètes, il y a la galaxie d'Andromède et les milliards de galaxies qu'on a dans notre univers observable. Et puis là, on a une petite zone qu'on appelle les H-sondes, dont je parlerai tout à l'heure. Donc voilà, quand on voit plus loin, on voit plus tôt, l'univers est en expansion, en gros depuis 13,8 milliards d'années. Et les astrophysiciens sont très intéressés par savoir comment cet univers s'est constitué, parce que ce fond ici, il est extrêmement... il est assez lisse en fait, hein, il a des petites couleurs, mais enfin c'est 1/100 millième de variation.
notamment sur la température équivalente du fond, là. Et en fait, on est dans un univers qui est extrêmement séparé, avec des paquets, avec des galaxies qui sont loin les unes des autres. Voilà, donc on a un univers qui est très différencié, en fait. Donc ça fait partie des sujets vraiment lointains en termes de recherche. Voilà, donc l'univers est en expansion, et donc, bah ça je l'ai dit, comme la longueur d'onde augmente, on a ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, c'est-à-dire que plus les objets sont loin de nous, plus leur lumière est décalée vers le rouge. Et donc, si on veut voir encore plus loin que ce que voyait Hubble, on regarde avec le JWST parce qu'on voit en infrarouge des choses que Hubble ne voyait pas. D'accord ? Donc, je reviendrai là-dessus, c'est un peu compliqué, mais je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Alors, allons-y. J'en étais là, c'est bon. Ça va ? Vous êtes encore là ? Vous êtes avec moi, Madame Irma, tout va bien ? Oui. Bon, voilà la Voie lactée, vue de l'intérieur, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de... Voilà, quand on voit la Voie lactée. Donc, si je tourne un peu cette image-là, qu'on voit la Voie lactée comme ça, en fait, la Voie lactée, on peut la mesurer. Enfin, c'est notre galaxie avec les étoiles qui nous entourent. Voilà, tout ce qu'on appelle la Voie lactée, c'est-à-dire l'endroit du disque Voie lactée où il y a le plus d'étoiles, on peut la regarder dans toutes les longueurs d'onde, puisqu'on a des observatoires dans toutes les longueurs d'onde. On peut la regarder en optique, avec des télescopes au sol. On voit surtout en optique des étoiles qui brillent en gros comme le Soleil, hein, des gros soleils, des petits soleils, et puis des étoiles un peu plus rouges, enfin peu importe. Et puis on voit des nuages de poussière qui sont sombres et qui nous cachent un peu la lumière qu'il y a derrière. Quand on veut regarder le ciel en infrarouge, on voit justement des objets plus froids que ce qu'on voit en optique. Donc on va voir des objets qui sont plus à 3000, 5000, 10 000 ou 1000 degrés. On va voir des objets qui sont à quelques dizaines de degrés, voire des températures négatives. Et donc en fonction de la longueur d'onde, on va voir les poussières justement. On va voir tout un tas de choses qu'on ne voyait pas. Enfin, on les voit parce qu'elles nous empêchent de voir ce qu'il y a derrière. Mais là, on va pouvoir étudier les poussières, notamment les endroits où naissent les bébés étoiles dans les nuages de poussière. Ça, c'est vraiment le monde de l'infrarouge. Donc, par exemple, donc l'observation infrarouge extra-atmosphérique, puisque je vous ai expliqué, j'espère que vous avez compris, que l'infrarouge, il nous arrive au sol, une observation infrarouge, même s'il y a des petites fenêtres, on est quand même extrêmement pollué par la largeur des fenêtres en question et par le fait que l'atmosphère, elle nous envoie son infrarouge à elle. Donc le premier satellite de l'histoire, c'est un satellite américano-européen qui s'appelait IRAS, essentiellement NASA avec une grosse collaboration avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, qui s'appelait IRAS. Cet IRAS, en fait, ce n'était pas un observatoire, c'était un télescope qui tournait sur lui-même avec des détecteurs, des monodétecteurs, pas des matrices de détecteurs. Et en tournant, il a fait une cartographie du ciel. Il était à 900 km, il était stabilisé par rotation. Donc il a observé de l'infrarouge, effectivement, avec entre 8 et 120 microns. Il a emmené de l'hélium liquide, ce que je vais expliquer pourquoi. Et il a découvert, en 10 mois, 250 000 nouvelles sources infrarouges qu'on n'avait jamais vues du sol. Il y avait des gens qui commençaient à regarder avec des ballons, avec des avions, etc. Il y avait des choses qui s'étaient passées. On connaissait un peu certains objets qui émettaient fortement en infrarouge. Mais la moisson de IRAS, là, des 250 000, évidemment, ça a lancé complètement l'observation de l'infrarouge en tant que tel. Oui, je le dirai après. Alors, le premier satellite, le premier observatoire infrarouge de l'histoire, la différence entre un satellite de découverte comme ça et un observatoire, c'est que là, les scientifiques du monde entier qui s'intéressent au sujet, ils peuvent proposer des observations, dire « je voudrais observer la nébuleuse d'Orion pendant 20 minutes en faisant tel et tel, etc. » On peut faire une demande d'observation à un comité, et puis la demande d'observation, elle est pertinente ou pas, elle est sélectionnée ou pas. Voilà, donc là, on a le premier observatoire infrarouge de l'histoire, qui a fonctionné pendant 2 ans et demi, qui a été lancé en 1995, qui s'appelait ISO, Infrared Space Observatory, comme c'est écrit, le premier observatoire spatial infrarouge, qui était de l'Agence spatiale européenne. Voilà, avec le miroir primaire ici, le secondaire ici, tout ça dans un cryostat, puisqu'il faut refroidir les instruments qui observent. Que si vous ne refroidissez pas, là c'est avec de l'hélium liquide, si vous ne refroidissez pas à des températures extrêmement froides, 2 degrés Kelvin, ça veut dire moins 271 degrés. Hein. Donc
il faut le refroidir parce que sinon, c'est les instruments eux-mêmes qui émettent de l'infrarouge. Alors, on s'est débarrassé de l'atmosphère qui émet son infrarouge à sa température, mais si c'est pour aller là-haut et mesurer l'infrarouge émis par les instruments qui sont à bord, ça a peu d'intérêt. Hein, ça n'a même pas d'intérêt du tout. Donc, on embarque de l'hélium liquide superfluide, qui est le fluide réfrigérant qui permet de refroidir tous les instruments. Voilà, donc il y avait 4 instruments sur ce satellite européen, le premier observatoire spatial infrarouge de l'histoire. Il y avait 2 spectromètres, grande longueur d'onde, courte longueur d'onde, un photomètre, et ISOCAM, une caméra qui était donc la caméra dont j'étais responsable, j'étais chef de projet du développement de cette caméra. Donc c'est le premier observatoire infrarouge d'observation en fait, des astrophysiciens. Bon, évidemment, dans ce genre de projet, n'importe quel astrophysicien chinois, américain ou de n'importe quel pays qui fait une bonne proposition est sélectionné. Hein. En général, il y a des pressions de l'ordre de 4, 5, 10, c'est-à-dire moins de temps disponible que ce que... Voilà, donc là, on a un observatoire. Un deuxième observatoire qui a été derrière, c'était Spitzer, quelques années plus tard, 2003 au lieu de 95. Ça, c'était vraiment l'observatoire de la NASA. Ils ont mis une orbite héliocentrique, donc était plus loin du Soleil, et donc moins bon, disons qu'ils étaient déjà assez froids sans avoir besoin de faire un refroidissement actif. Ils ont quand même mis 400 litres d'hélium. Nous, on en avait 2400 sur ISO. Là, il y a 400 litres d'hélium sur Spitzer. Et puis, il y a eu le troisième grand observatoire qui s'appelle Herschel, observatoire européen, qui lui a regardé des... Alors, c'était l'Agence spatiale européenne plus la NASA, et il a été mis dans un endroit dont on va parler juste après, et c'est pour vous expliquer ça que voilà, qui s'appelle le point de Lagrange, pour le JWST. Donc là, on avait des longueurs d'onde un peu plus grandes, on a embarqué 2400 litres d'hélium. D'ailleurs, c'est le même réservoir de l'Agence spatiale européenne qui a servi pour les 2 projets. Par contre, là, comme il y avait le miroir de 3,50 m qui ne pouvait pas être à l'intérieur, contrairement à celui-là, là, c'est que les instruments qui étaient refroidis. Il y a eu tout un tas de montages sur lesquels je n'insisterai pas, mais voilà. En tout cas, c'était bien refroidi à 4 Kelvin. Donc, ces 4 installations, les instruments qui font les mesures ont été refroidis à des températures de l'ordre de quelques degrés Kelvin, donc aux alentours de moins 270 degrés, pour qu'ils n'émettent pas l'infrarouge qu'on essaye de capturer sur les détecteurs. Est-ce que c'est clair ce point? Ouais? Ok. Alors, on va regarder justement pour voir un peu là. Là, on est dans le parc des... On était là, le parc des Cévennes. Cette zone du ciel avec des traînées de poussière, ça, c'est voilà, c'est une image qui a été faite à La Palma. Je l'ai mis, ça, c'est l'étoile Antares. C'est ce qu'on appelle ROAF, qui est une zone, une pouponnière d'étoiles, comme on dit, les endroits où il y a des étoiles qui naissent. Et donc, on s'intéresse toujours à cette zone ici, qui est toute noire, qui est pleine de poussière. Voilà. Pouponnière d'étoiles, à peu près 3000 fois la masse de Soleil. Et c'est des objets, des étoiles qui sont voilà, l'âge moyen, c'est 300 000 ans. Donc, c'est vraiment des bébés étoiles. Le Soleil, il a quelque chose comme 5 milliards d'années. Hein. Donc, bon. Là, on a des bébés étoiles qui naissent dans ces poussières. Et donc, c'est juste pour vous montrer le genre de choses qui se passe. IRAS avait regardé cette zone. Là, il y a un petit carré. Ça, c'est ISO. Ça, c'est un observatoire au sol qui regarde dans l'infrarouge proche, mais aussi dans le visible. On voit surtout un gros paquet de... Voilà, donc ce petit carré-là, on le regarde ici, ici et ici. Donc ça, c'était la découverte par IRAS d'un endroit où ça crache de l'infrarouge. Ça, c'est le satellite ISO. C'est une image d'ISOCAM, évidemment, entre 7 et 15 microns. Donc ce petit rectangle, on le met là. Là, on voit les étoiles en formation par ISO. Là, on voit que cette zone-là, dans le visible, à 2 microns ou l'infrarouge très proche, on ne voit rien du tout. Ici, d'ailleurs, on voit, voilà, dans le visible, on voit rien du tout dans cette zone-là. Et là, on voit tous les petits points qui sont là, c'est des étoiles en train de naître dans les nuages de poussière. Et ça, c'est l'image de Spitzer, donc l'observatoire américain, qui a donc fait cette image en 2003, avec des détecteurs, évidemment, entre 1995 et 2003. Il y a une grosse amélioration sur les détecteurs infrarouges, sur tout. Et puis, il est plus loin. Bon, voilà, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on progresse dans l'imagerie et les mesures autres, d'ailleurs.
Et ça, c'était pour faire un petit clin d'œil aux gens qui disaient les images de JWST sont plus belles que celles de Hubble. Ça, c'est un choix de fausses couleurs pour mettre en évidence les cocons autour des étoiles. Et ça, c'est un autre choix pour mettre en évidence les étoiles où il y a des disques autour du centre. Donc voilà, le choix des couleurs pour les astrophysiciens, c'est vraiment une façon de représenter les sujets qu'ils veulent étudier particulièrement. Ça, c'est une image de Herschel, alors vu qu'une résolution moins bonne, hein, parce que là, la longueur d'onde est vraiment plus grande, mais qui a vraiment marqué le passage. Enfin, c'est un projet qui a vraiment bien fonctionné pour ces histoires de bébés étoiles, etc., et de zones, parce que, voilà, j'ai écrit ici, structures filamentaires qui sont issues de la turbulence interstellaire, et l'influence de la gravité. Ce qu'on aimerait bien comprendre, c'est par quel mécanisme, en fait, de fragmentation et de contraction, il y a une telle variété de types d'étoiles. Ça, c'est vraiment des choses qui sont des sujets de recherche qui sont très importants pour la naissance des étoiles. Alors, maintenant je me dis, ok, vous avez à peu près compris peut-être, j'espère en tout cas, pourquoi est-ce qu'on veut regarder le ciel en infrarouge. En gros, on va dire d'une longueur d'onde de 1 micron jusqu'à 1 millimètre, hein, sachant que la lumière visible, elle est entre 0,4 et 0,8 microns. Alors, on observe, pour deux grandes raisons, on observe tout ce qui est objet froid de l'univers, en tout cas au-dessous de 3000 Kelvin, enfin l'ordre de grandeur, hein, c'est plus froid que notre Soleil par exemple, de 2000 degrés. On regarde donc le milieu interstellaire, toute cette espèce de... Voilà, on veut regarder tout ça, on veut regarder le nuage de poussière, on veut regarder la façon dont les étoiles meurent, enfin naissent et meurent, on veut regarder les naines brunes, c'est-à-dire des étoiles qui ne se sont jamais allumées, les systèmes planétaires, les planètes, les exoplanètes, c'est-à-dire des planètes autour d'autres étoiles. Tout ça, c'est de l'univers froid. Ça, si on veut l'observer, c'est en infrarouge qu'il faut l'observer. Avec l'intérêt qu'on voit ici, c'est que, ça voilà, c'est le truc du sac en plastique qu'on peut toujours faire quand on a une caméra infrarouge. Le monsieur a ses mains dans le sac en plastique. Quand on fait avec la caméra infrarouge, eh ben on voit ses mains à l'intérieur du sac. Ça, c'est juste pour illustrer que un des grands avantages de la lumière infrarouge, c'est qu'elle passe à travers les nuages de poussière. Hein, et donc, on peut détecter des choses. Et puis là, on voit qu'il a des lunettes qui sont bien transparentes au visible, mais qui sont parfaitement opaques en infrarouge, puisqu'on dirait qu'il a mis des lunettes noires. Donc, on veut regarder les objets froids de l'univers, le type d'objet dont j'ai parlé tout à l'heure, et on veut aussi regarder ce qu'on appelle l'univers jaune, c'est-à-dire que grâce à ce qui s'appelle en anglais le redshift, c'est-à-dire le décalage visible dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que l'univers est en expansion, des objets qui émettaient dans le visible, il y a un certain temps, maintenant on peut les regarder en infrarouge. D'accord ? C'est à cause de l'expansion de l'univers, la longueur d'onde augmente. Donc on va voir en infrarouge des objets qui sont plus jeunes dans l'histoire de l'univers, d'accord, que ce qu'on regarde en visible. Donc c'est un peu l'origine, en tout cas du côté des Américains, c'est un peu l'origine du projet JWST. Ils voulaient aller un cran plus loin que ce qu'ils avaient vu au fin fond, aux confins de l'univers, en visible. Voilà, donc si on s'intéresse à la formation des premières étoiles ou des premières galaxies, d'ailleurs faut-il encore savoir si j'ai mis l'œuf et la poule, là, parce que est-ce que les galaxies sont constituées d'étoiles qui étaient préalablement formées, ou est-ce que les étoiles se sont formées dans des nuages de poussière, dans des nuages qui sont les proto-galaxies. Voilà, ça c'est le... Donc, voilà, donc finalement la formation des premières étoiles, des premières galaxies, de tout ce qui est processus, la morphologie des galaxies, les collisions de galaxies qui sont très loin, bah ça c'est les deux grands sujets, je dirais, qui intéressent l'infrarouge et pour lesquels les gens avaient envie, avant JWST, de progresser, d'avoir un instrument plus performant, voilà, que ce qu'on avait avec des nouveaux données. Alors de quoi on a besoin pour ça? Un télescope spatial le plus grand possible, avec un lanceur, c'était un petit peu... Un refroidissement qui soit optimisé, en termes de température par rapport aux objets qu'on veut regarder, et la longueur d'onde qu'on veut regarder, et des instruments qui soient le plus sensibles possible. Deux types d'instruments, des imageurs pour faire des images, hein, de la cartographie des endroits qu'on regarde, et puis des spectromètres, c'est-à-dire faire un spectre. Vous savez tous que quand on a une source de lumière qu'on fait passer dans un prisme, on a les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est le spectre étalé sur les différentes longueurs d'onde entre 0,4 et 0,8 microns de la lumière solaire, la lumière blanche. C'est comme ça que, voilà, c'est Herschel, on a dit tout à l'heure, il a mis un thermomètre ici,
Il était étonné d'avoir de la lumière qu'on ne voyait pas avec les yeux. Et l'autre chose qui est très importante avec les... Enfin, ça, c'est comme ça que je décris ce qui est un spectre. Mais les deux choses qui sont importantes en astro, c'est qu'on peut avoir aussi, à travers le même prisme, des raies qui sont brillantes parce que l'étoile émet certaines lumières bien particulières qui sont liées à sa chimie, aux matériaux qu'il y a dans l'étoile. Et on peut aussi avoir des raies qui sont ici en absorption, c'est-à-dire sur un fond de spectre du type arc-en-ciel. Bon, on a des traits ici qui sont des endroits, certaines longueurs d'onde, certaines lumières qui ont été absorbées par exemple par un nuage de gaz. Donc ça permet la spectrométrie, spectrographie, ça permet de faire des mesures, d'avoir accès aux produits, aux signatures, voilà, c'est le terme que je cherchais, merci de me l'avoir... Je me suis moi-même soufflé le truc. D'avoir des signatures chimiques de ce qu'on est en train de regarder, et en plus d'avoir des mesures de vitesse par un effet classique que vous connaissez tous, le radar, Doppler, voilà. Donc on vous envoie un signal, le fait de taper sur votre voiture et de revenir, ça décale, et le gendarme est capable de savoir à quelle vitesse vous vous baladez. On fait la même chose avec les galaxies, les nuages de gaz, les bébés étoiles et tout ce qu'on veut, et les planètes qui tournent autour d'autres étoiles, et donc on est capable de mesurer des vitesses. Donc on a besoin, pour aller plus loin dans ce domaine-là, on a besoin d'un télescope spatial pour se débarrasser de l'atmosphère, d'accord, et des instruments qui sont ceux-là, et en plus qui soient refroidis pour que ce ne soit pas les instruments eux-mêmes qui émettent. Donc, il faut choisir les matériaux, des miroirs. Si on voulait, le nombre de types de spécialités techniques, ingénierie, scientifiques qui sont là-dedans est énorme. Là, rien qu'avec là, il faut des gens qui aient la compréhension des phénomènes à observer. On a des spécialistes en matériaux, on a des mécaniciens, on a des opticiens, on a des thermiciens, on a des gens qui inventent des capteurs électroniques infrarouges et autres, voilà, avec à chaque fois des performances de plus en plus importantes et une résolution spatiale de plus en plus fine. Donc c'est vraiment des domaines où il faut à chaque fois de l'innovation technologique pour progresser. Donc il nous faut un grand télescope. Donc les télescopes du passé, c'était Hubble, qui était en verre, voilà, donc ça faisait 11 tonnes. Donc les gens ici ont fait la tête quand on leur a dit on va faire un James Webb qui va faire beaucoup plus grand que Hubble, donc plutôt au-delà de 6 mètres. Ils ont calculé rapidement avec une règle de 3 le poids que ça faisait, et là ils ont commencé à faire la tronche. L'autre point qu'il y avait, effectivement, c'est qu'il fallait que ce miroir, 6,50 mètres, on arrive à le loger dans une coiffe de fusée. La seule fusée disponible à l'époque, c'était Ariane 5. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs pour ce genre de choses. Alors, d'abord, les scientifiques ont dit, OK, ça va être trop lourd, donc on va mettre des miroirs, on va mettre un miroir en beryllium, comme ça avait été le cas sur Spitzer, l'observatoire infrarouge américain avant. Bon, déjà, les gens sont contents parce qu'avec un miroir en beryllium, on passe à 6 tonnes pour le miroir de James Webb. Ouf. On va le segmenter, en fait. On va faire comme le télescope Keck que je vous ai montré tout à l'heure, avec les petits segments, pour les ajuster en permanence, et on va les segmenter. Voilà, donc là, vous avez les segments. Donc pour le télescope James Webb, on a fait ça. On a 18 petits miroirs de beryllium qui font 1,3 m de côté, là, enfin de taille, et qui sont assemblés pour faire le miroir de 6,50 m. Ces miroirs n'existent pas, évidemment. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'il faut que ça rentre dans la plus grosse coiffe disponible, celle d'Ariane 5, et ça veut dire que ce miroir, il faut le plier. Le Keck, il n'a pas été plié. Il est comme ça en permanence. On ajuste les positions des petits miroirs, d'accord ? Mais on n'a jamais eu besoin de le mettre dans un bagage et de le plier. Donc, il a fallu concevoir un télescope pliable pour qu'il puisse être mis dans la coiffe de la fusée Ariane 5, sous cette forme-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit dépliable, sinon il ne servira jamais à rien, et qu'il soit aligné une fois là-haut. D'accord ? Ce qui est quand même pas mal comme innovation technologique.
Voilà, donc on a tout un développement qui s'est fait essentiellement aux États-Unis, avec le mouvement des petits miroirs qui ont été développés. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu des spécialistes un peu partout. Le développement des miroirs a pris effectivement beaucoup de temps. Voilà le dessous du petit miroir en beryllium. Et puis doré à leur fin, etc. Tous les tests qui ont été faits pour vérifier les performances. Voilà, la tenue au lancement. Voilà, ça c'est la façon de mettre la dorure dessus. Et ça, il ne faut pas oublier, le miroir, ça c'est le miroir primaire, enfin c'est l'ensemble ici, ça fait le miroir primaire du télescope, et il ne faut pas oublier le miroir secondaire. Et donc moi je ne peux pas m'empêcher évidemment, puisque j'ai bossé là-dessus pendant quelques années, pendant une dizaine d'années, de penser au télescope ISO, dont le petit miroir de 60 cm faisait déjà 2 tonnes d'œufs. C'était de la silice dorée aussi. Vous voyez la taille du petit miroir. Donc en 26 ans, on passe pour un observatoire spatial de ce 60 cm à 6,50 m. En passant par le télescope d'Herschel, qui était la limite de ce qui pouvait rentrer dans la coiffe d'Ariane 5. Donc l'Agence spatiale européenne, et puis le projet là-bas du James Webb télescope photographié en 2016. Donc voilà la progression, c'est intéressant de voir les étapes qui sont franchies pour faire ce genre de bijoux de technologie. Donc là, on a des gens qui sont dans des endroits où ils testent évidemment les matériaux, enfin il y a énormément de... Alors j'avais dit, il faut un grand télescope, bon, on a la taille 6,50 m à condition qu'il soit comme une chrysalide qui va se déplier dans l'espace et qu'on puisse replier pour la mettre dans la coiffe de la plus grosse fusée disponible. Maintenant, il faut que ce soit refroidi tout ça, parce que sinon, pareil, il faut toujours qu'il soit aux alentours de moins 270 degrés. Parce que il regarde des objets froids, donc il ne faut pas que lui-même envoie ses propres infrarouges. Et donc là, il y a, donc on a au-dessous de 50 microns, il a été décidé de mettre le James Webb Telescope à un point bien particulier. Donc je vous ai dit qu'ISO, il se baladait avec une orbite 1070 000, le Spitzer, il était sur une orbite héliocentrique, il était positionné, voilà. Là, on est carrément ce qu'on appelle le point L2, qui est un point d'équilibre gravitationnel, on va dire, entre les systèmes de force de gravitation du Soleil, de la Terre, etc. Et donc, c'est un point qui se trouve toujours derrière la Terre, en quelque sorte, enfin, sur la ligne Soleil-Terre ici. C'est un point d'équilibre instable, mais sur lequel on peut positionner, on avait déjà mis le satellite Herschel à cet endroit-là. Donc, ils ont fait comme Herschel, décidé que le JWST serait au point L2, ici, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, comme on l'avait fait pour le satellite Herschel. Donc c'est un peu plus loin, c'est moins. Donc avec ce positionnement-là, on est à 37 degrés Kelvin, donc à moins 240 degrés, 230 degrés. Voilà. Donc quand on est au point L2, on n'est pas stable, on doit tourner autour. On doit tourner autour de L2, et donc il faut des corrections de trajectoire, il faut être capable, il faut emmener des ergols pour... voilà. Mais quand ça se passe bien... on tourne en fait et on a le Soleil et la Terre derrière soi. Si on regarde l'univers, on a la moitié de l'univers ici, et on a le Soleil et la Terre derrière, même la Lune d'ailleurs, qui peut d'ailleurs parasiter les... Voilà. Et donc on se positionne par rapport à... Ça permet d'être tranquille vis-à-vis de l'isolation. Alors évidemment, le côté qui est du côté Soleil-Terre, il faut qu'il soit un bouclier, il faut qu'il constitue un bouclier thermique. Évidemment, on va mettre des panneaux solaires, etc. dessus, mais il faut que ce soit un bouclier thermique qui protège le télescope du Soleil, de la Terre et de la Lune. Parce qu'en infrarouge, la Terre est quand même pas mal émettrice, la Lune aussi. Donc voilà, c'est là que ça se passe. Et puis il faut que ça refroidisse. Donc on a ici ce schéma un peu particulier qu'on a vu, qui ressemble quand même pas tout à fait à tous les satellites qui se sont succédés précédemment. Donc d'avoir le miroir primaire, le miroir secondaire, les instruments qui vont être là derrière, comme dans tous les télescopes. Et puis on a cette espèce d'objet qui est ici, qui va être le fameux réflecteur, qui doit pouvoir supporter des kilowatts, et qui a été complètement créé pour la circonstance, avec une capacité de renvoyer à l'envoyeur, en quelque sorte, la lumière du Soleil notamment, pour que ça tape...
Voilà, donc c'est en fait un polymère Kapton qui a été mis là, vous savez, un peu comme les... Pas du Kapton, mais ça fait un peu genre couverture de survie, si on veut. Donc ça fait 50 microns. La première couche fait 50 microns et les autres font 25 microns chacune, avec une température maximale de 125 degrés. Et de l'autre côté, eh ben, on a moins 235 degrés, donc on est dans la zone... On protège, finalement, on refroidit finalement ce qui est de l'autre côté de... Voilà, en fait, si on met le soleil par ici, comme c'est très bien indiqué ici, la lumière solaire, et ben en fait, ces différentes couches ici, elles sont faites pour que, de ce côté-là, on soit à des températures voilà, sympathiques pour le matériel, pour le télescope lui-même et pour les instruments qui sont là. Donc c'est 30 cm, ça c'est une invention qui a été faite. Et déjà, la première couche, elle doit renvoyer vers l'espace les 90% de la lumière qui arrive. Donc ça a été développé aux États-Unis, notamment par cette firme, avec tout un tas de collaborations. Et donc ça, c'est le premier montage du fameux réflecteur bouclier thermique du futur JWST. Et puis au-delà de 5 microns, pour des températures un peu plus larges, il y a un refroidissement mécanique qui a été conçu par les Américains et installé dessus. Donc ils n'ont pas embarqué d'hélium. C'est la première fois qu'on a un télescope infrarouge dans lequel on n'a pas emmené des centaines ou des milliers de litres d'hélium superfluide. La NASA ne souhaitait pas que la durée de vie du télescope soit liée à la quantité de liquide réfrigérant qu'on emportait. Donc ils ont développé un dispositif voilà, qui nécessite des ergols, mais bon, c'est un autre type à base de tubes. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin, c'est un refroidissement de type mécanique. Alors, une fois qu'on a un télescope qu'on a bien inventé, là, qui résiste à tout, qui se met face, voilà, le dos au soleil, et qui a le télescope qui est devant, il est sympathique et tout. On est en dessous, là, tac. Il faut quand même des instruments. Alors les instruments, parce qu'on ne fait pas un télescope juste pour le plaisir d'avoir un miroir primaire et un secondaire, il faut que la lumière soit récupérée par des instruments. Donc ici, vous avez le petit schéma. Donc quand les Américains disent que le James Webb, c'est le successeur du Hubble, bon, c'est plutôt le successeur du Spitzer, parce que c'est un vrai télescope infrarouge, alors que le Hubble, c'était le visible. Donc, bon, alors à bord, il y a 4 instruments. Il y a un instrument de la NASA, qui est une caméra infrarouge, proche infrarouge. On a un spectro proche infrarouge qui est commun à l'Agence spatiale européenne et à la NASA. On a un instrument canadien, qui est un instrument de positionnement. Et puis, on a un instrument qui a été proposé par l'Agence spatiale européenne, avec 10 pays européens qui y ont participé, qui s'appelle MIRI, qui lui va à des longueurs d'onde vraiment de l'infrarouge beaucoup plus lointain que ce 5 microns qui est ici, qui était le souhait initial des Américains, parce qu'en fait leur objectif initial pour le JWST, c'était essentiellement de s'occuper de est-ce qu'on est capable de voir les galaxies et les étoiles qui sont juste un peu plus loin de nous, qui avaient été vues par Hubble. D'où tout le truc qu'on nous a... voilà, tous les journalistes qui ont répété que c'était le successeur de Hubble. C'est le successeur de Hubble uniquement pour certains objectifs bien précis. À partir du moment où l'Agence spatiale européenne a décidé de rentrer dans le projet, les Européens et bon, un certain nombre de gens que je connais bien se sont battus pour qu'on éloigne, enfin qu'on élargisse un peu la zone et qu'on aille de 5 à 28 microns, parce que là, il y a des tas de choses intéressantes à regarder, notamment sur les bébés étoiles. Il n'y a pas que l'aspect Big Bang qui compte. Et là-dedans, il y avait donc un morceau qui était plutôt piloté par les Anglais, un spectro, et un imageur, MIRIM, qui était quasiment français, en fait, piloté par l'Institut de recherche sur l'univers, en fait, à Saclay, et puis l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, en région parisienne, le LESIA, qui est l'Observatoire de Meudon, et le laboratoire d'astronomie de Marseille, qui sont les laboratoires qui collaborent toujours sur ce genre de projet. Donc, il faut que des gens conçoivent un certain nombre de... Je ne vais pas vous faire le détail de cet instrument, de la caméra. Ici, on a les détecteurs infrarouges qui sont en train d'être auscultés, qui font 2048 sur 2048 pixels. Je vous ai dit tout à l'heure le lien avec le passé. Ça, c'est le détecteur de ISOCAM, le détecteur infrarouge d'ISOCAM. Il faisait 5 mm de côté, ici, là, et il faisait 32 pour 32 pixels. Vous voyez un peu le saut technologique et technique
dans toutes ces années pour passer de l'un à l'autre. Voilà, donc ça c'est... Et voilà l'instrument en question avec l'assemblage optique de la fameuse caméra proche infrarouge. Et puis on a les spectres qui sont là-haut avec l'instrument NIRSPEC là, commun à l'ESA et à la NASA, de tous les spectres qui sont. Donc en fait ils ont une matrice de semi-conducteurs qui enregistre, ils font des spectres multi-objets, ils font un paquet de spectres de tous les objets qui sont dans une zone du ciel. Et donc on voit les raies dont je parlais tout à l'heure qui donnent des informations non seulement sur la chimie, mais aussi sur la vitesse à laquelle se déplacent les objets. Donc ces instruments, il faut vraiment les... Voilà, et voilà l'instrument, la partie française de l'instrument MIRI, qui s'appelle MIRIM, donc, qui est développé avant le grand voyage. Alors ça, c'est la fameuse roue à filtre ici, avec évidemment, on ne regarde pas seulement une lumière, on regarde un paquet de lumières, il y a des coronographes pour cacher. Par exemple, quand on va s'intéresser à des exoplanètes, on va faire de la coronographie, c'est-à-dire qu'on va cacher l'étoile pour essayer de limiter l'illumination en quelque sorte par l'étoile. Voilà, et donc on va avoir, il y a des coronographes, il y a le prisme. Là, je vous ai mis un petit... C'est souvenir, mais... Voilà ce qu'on fait subir à des instruments qui sont d'une fragilité, qu'on travaille toujours avec, qu'on manipule avec soin parce que c'est des matériaux, en plus c'est cher, enfin bref. Sauf qu'il y a un moment où il faut les passer sur le pot vibrant pour simuler le lancement de la fusée. Et là, vous voyez votre objet que vous avez toujours manipulé avec les gants, en faisant beaucoup de soins, etc. Vous mettez là-dessus et vous voyez comment ça se coud. Vous dites, là 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 là. Et il faut que ça tienne, il n'y a pas le choix. Si ça ne tient pas, c'est qu'il y a un problème de conception, il faut recommencer. Et puis on prend du retard, enfin bref. Voilà, donc là, c'est la casemate en quelque sorte aux 4 instruments qui sont installés ici, que je vous montre sur une photo. Enfin, voilà, donc ça c'est au Goddard, au Space Goddard aux États-Unis, avec les 4 instruments qui sont montés sur cette espèce de cage où il y a les 4 instruments qui vont être au plan focal du télescope. Donc ça c'est le voyage de MIRIM qui est illustré comme ça juste pour montrer un petit peu la variété des choses en fait. Donc 1990, on a eu les réflexions de la NASA. Ils pensaient à l'époque faire un télescope de l'ordre de 4 mètres. Sauf qu'il y a eu la grande période Faster, Better, Cheaper là, à la NASA. Voilà, ils se sont dit, allez, on essaye de faire on va faire plus simple, on va moins faire de tests, etc. Voilà, et donc on va faire un 8 mètres. Et là, c'était évalué typiquement le $1 milliard. Ensuite, ils ont commencé à faire des études de faisabilité. Le projet portait un nom à cette époque-là, ça s'appelait le New Generation Space Telescope, le NGST. Il était revenu à 6 mètres, qui était entre les deux, il y a dû y avoir des négociations. Voilà. Il y avait un pare-soleil, il faisait 2,5 milliards de dollars déjà, et le lancement était plus ou moins programmé pour 2011. En 2002, il y a vraiment eu la phase de conception du JWST. Il y a eu le choix d'Ariane 5, parce qu'il fallait quand même, une fois qu'on a décidé de faire ce truc chrysalide repliable, après il faut trouver la fusée qui va pouvoir envoyer ça. Avec un lancement prévu en 2014, et s'était monté le projet à 4,5 milliards. Il y a aussi eu l'accroissement de la gamme de longueur d'onde observée, qui a été forte pression de la part des Européens. À partir du moment où le lancement est Ariane 5 et tout ça, ça veut dire qu'on répartit les tâches et les budgets. Et puis 2009, les fabrications, les intégrations, les assemblages, c'est 2016. Et finalement, le lancement a eu lieu fin 2021 pour un coût final de 10 milliards de dollars. Donc là, c'est juste pour vous montrer le petit morceau qui est parti du CEA à Saclay, qui était l'intégration dont je vous ai montré l'image tout à l'heure. Ils sont... Voilà, donc, ah oui, je mentionne ça aussi, qu'il y a en gros 10 000 scientifiques, ingénieurs et techniciens, c'est pas tout à fait le même boulot, les scientifiques, ils définissent... Ils préparent les calibrations, enfin tout ce qui est scientifique autour de l'instrument. Les ingénieurs, les techniciens, 14 pays, 40 millions d'heures de travail pour le travail de conception et de réalisation de cet objet. Donc en 2004, les Français ont livré leurs morceaux aux Anglais pour être... MIRIM était... Voilà. Donc 2004, c'était prêt. En 2010,
on a intégré complètement l'installation anglo-française, disons européenne, soutenue par l'Agence spatiale européenne. Et puis en 2012, tout ça est parti à Baltimore pour être installé dans la nacelle où il y avait les instruments. Et puis ensuite, c'est passé par Houston pour faire les tests, les assemblages, etc. Et ensuite à Pasadena pour mettre chez Northrop, pour mettre tout ça sur le réflecteur, enfin le blindage quelque part thermique. Et puis c'est arrivé à Kourou, où quelqu'un qui est dans la salle, il y a quelqu'un qui est allé voir à Kourou en dehors. Oui, toi je sais. Non, personne n'était à Kourou au moment où il y a eu le lancement. Non. Alors donc il s'est passé différentes phases de... Donc ça c'est la petite nacelle où il y a les 4 instruments qui ont été fabriqués. Là je vous ai parlé que de l'instrument MIRI, mais bon, les autres ont des histoires similaires. Là on a le télescope lui-même, avec ses hexagones, et donc on installe, maintenant on retourne le tout. On a le miroir secondaire, le miroir primaire. Donc ça s'est fait au Goddard Space Flight Center, donc 2016. 4 ans d'assemblage, intégration, vérification du système optique et des instruments, avec des tests dans tous les sens. Test d'ailleurs assez impressionnant parce qu'il a fallu faire des tests cryogéniques. Voilà, ça s'est passé au Johnson Space Center, dans le simulateur d'environnement spatial, donc le vide, la température, 37 Kelvin de vide d'ambiance, de température d'ambiance, donc les moins 236 degrés, dans un objet qui fait 27 mètres de profondeur, 17 mètres de diamètre pour faire rentrer l'ensemble. Ils ont passé beaucoup de temps à faire des essais. Il faut dire que la NASA était échaudée. Vous vous souvenez que le Space Telescope Hubble avait été lancé en 90 avec un défaut optique, j'en ai parlé tout à l'heure, et qu'il avait fallu envoyer plusieurs séries d'astronautes pour réparer, échanger des pièces pour corriger le défaut optique, alors que c'est essentiellement parce qu'il y avait des essais qui n'avaient pas été faits au sol. Donc, là, je pense qu'ils ont pris leur temps et ils ont bien fait, parce que c'est quand même un tel bijou de technologie que, ils n'avaient pas le droit de ne pas tout tester. Donc ça, c'est le HST en 90, et ça, c'est le Space Telescope, l'angle même, en 93, après réparation. On voit que ça change un peu la qualité de l'image obtenue par le Space Telescope Hubble. Donc là, ils ont passé beaucoup de temps à faire tous ces essais pour être sûrs que, là, l'instrument, il est dans la fameuse chambre, avec les tests. Ils ont pris vraiment des années. Et pendant ce temps-là, les politiques râlaient parce qu'ils voyaient le budget qui augmentait. Ça a failli sauter en 2009-2011. La Chambre des représentants aux États-Unis a failli dire « ça suffit ce projet, le budget est en augmentation trop forte, on l'arrête ». Ils se sont battus. Enfin bon, c'était vraiment... Et puis là, on est chez Northrop Grumman en 2017. Donc là, on a maintenant le télescope, le primaire qui est tout plié avec ses instruments derrière, et on l'installe sur le bouclier thermique, et on vérifie que tout ça fonctionne correctement. Et le 24 septembre 2001, j'ai mis « et si on pliait bagage ?» Maintenant qu'on a fait tous les tests, il faut qu'on parte vers le port, à 45 km de Los Angeles, et le bateau destination Kourou nous attend. Petite croisière sympathique, 9300 km à faire en 16 jours pour aller via le canal de Panama. Et on va arriver le 12 octobre. Ah, il y a du bruit! Je ne savais pas qu'il y avait du bruit. Ça, il faut que je coupe le bruit parce que... Enfin, quoi que c'est peut-être pas dérangeant. C'est dérangeant, le bruit? Je le laisse? Regardez les gens qui s'agitent. J'aime bien, ça fait très fourmilière. Donc on a tout plié. Moi, je vais quand même couper le son parce que ça me casse les oreilles. Vous avez vu le montage de tout ça. Le temps que ça prend aussi, à l'agitation des gens qui sont autour, avec tous les gens de tous les métiers qui sont là. Ensuite, on met ça là-dedans. On n'a plus qu'à aller jusqu'au port. Donc, convoi exceptionnel, installer tout ça sur le bateau direction Kourou. Donc, la petite croisière qui est ici, puis arrivé à Kourou. Tu y étais quand il est arrivé, je suppose, non? Tu l'as vu, ouais. Donc, le bateau qui arrive là, carrément, et puis voilà. Donc, on change de
Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas qui c'est cette personne, mais voilà. Donc on arrive à Kourou avec le bateau ici qui va décharger. Voilà, donc on va sortir du cargo qui est ici, cet engin là-dedans. Donc on a le télescope qui est à l'intérieur et qui va être remis tiré par des camions, je suppose, jusqu'au centre de Kourou. Et donc le voilà installé à Kourou sur voilà, le aérospace. Et puis il n'y a plus qu'à. Donc il faut monter jusqu'en haut d'Ariane 5. Donc l'Ariane 5, elle attend. Donc là, on prend l'ascenseur. Nous, on prend l'ascenseur. Lui, il ne prend pas l'ascenseur, vous allez voir. Mais... Donc il faut monter les 15 étages. Pour l'assemblage final, voilà, il est là, installé. Alors lui, il monte directement là-bas avec un... Voilà, donc là, c'est pareil. Hop, on l'enfonce. Il va s'installer sur la petite virole accrochée au haut de la fusée. Je suis toujours fasciné par ces images, parce que c'est vraiment très représentatif. Alors oui, pardon, tac, non. Ah, bon, non, excusez-moi. Alors il ne veut plus marcher maintenant. Bon. Donc on voyait bon, c'était très peu de temps, mais enfin on voyait la fusée qui avançait jusqu'au pas de tir. Ça doit être c'est une image 3D, etc. Parce qu'on va voir que le télescope il est bien à l'intérieur, là tout plié à l'intérieur de la coiffe. Donc ça c'est de l'animation, c'est pas du film vraiment, parce qu'on ne pourrait pas faire ce genre de choses. Voilà, donc 5, 4, 3, 2, 1, 0. On enlève tous les câbles qui sont qui sont reliés à la fusée. Je ne sais pas s'il faisait ce temps-là. Il faisait ce temps-là le jour du lancement ? Non, pas du tout, c'est bien pour ça. Il y avait une grosse couverture et on voyait rien. Voilà, c'est bien ce que j'avais entendu. Et donc, ils ont préféré faire... bon, en plus, voilà, donc là, on a les propergols, les premiers... Voilà, les boosters. Donc là, qui vont être largués assez rapidement. C'est quoi ? C'est pas longtemps, hein. Mais pourquoi je fais ça, moi ? Je fais une bêtise. Ah ! Bon, il y a... Bon, n'importe quoi. Ah non, mais on revient à chaque fois sur celui-là. Non, là, ça va. Excusez-moi. J'étais impatiente de voir le commentaire. Et... Donc, je nous refais un petit lancement. C'est vrai que, bon, ça va encore. Je nous refais un petit lancement. Donc, on se relance. J'aurais voulu avancer sur le truc, mais ça ne marche pas. Donc, je suis obligé de... Donc, on se refait le 4, 2, 3, 0. Lift off. Avec une météo beaucoup plus belle que celle du vrai jour. Et donc, on va larguer les boosters. Qui vont se détacher de la fusée. Ça fait partie des choses qui sont récupérées ou pas d'ailleurs ? Non, jamais. Ils ont été récupérés il y a quelques années, mais... Ouais. Pour voir la dégradation. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est ça. Donc là, on a vu que voilà. Donc là, la coiffe. Et maintenant, on voit donc le satellite qui est là, au bout de la fusée. Le deuxième étage dégage aussi. Et lui non plus n'est pas récupéré. Ça tombe dans l'eau. Hein. Et puis là, ce qui est très bien, c'est qu'on voit le mouvement qui a été donné exprès pour éviter que le soleil n'éclaire trop et ne chauffe. Donc en fait, ce basculement qu'on voit là, c'est pas juste pour faire joli, c'est effectivement le cas. Et donc c'est ce troisième étage qui va donner l'impulsion, la vitesse avec une précision diabolique et le moment où il largue le JWST. Ça s'est fait de façon remarquable, salué par tout le monde. C'est-à-dire que la fusée Ariane, elle a mis exactement l'objet à la vitesse et à l'endroit qu'il fallait pour qu'il aille directement sur sa trajectoire vers le point L2. Et ça a fait économiser, il y a eu zéro correction de trajectoire. Donc ils ont dépensé 0 ergol en gros, et cet ergol qu'ils n'ont pas dépensé, il va servir pour la durée de vie, pour ajouter du temps
puisque, si je vous ai dit tout à l'heure, il y a besoin d'ergols pour corriger les trajectoires, etc., autour du point L2. Et bien en fait, une des limites, là, sur ce satellite-là, c'était pas l'hélium qu'on embarque, c'était la quantité d'ergols qui permet de faire des manœuvres. Et en fait, la quantité d'ergols, grâce au lancement parfait d'Ariane, ça a rajouté quelque chose, ils ont estimé à l'ordre de 10 ans. C'est-à-dire que la durée initiale, c'était 10 ans, et maintenant, on considère que c'est 20 ans la durée de vie de JWST en orbite, grâce au lancement qui était absolument parfait. Ça, c'est l'image, la dernière image qui a été prise par le 3e étage, hein, parce qu'on voit, on voit le dessous, quoi, là, ce qui était vraiment accroché au 3e étage. Voilà, il y a le moment que personnellement j'attendais, parce que moi je l'ai vu à la télé, sur le web ici. C'était 1 minute 30 après la hausse, c'était le fait de voir les panneaux solaires. Alors c'était un mauvais éclairage, mais n'empêche que quand on a vu les panneaux solaires, parce que c'est bien d'envoyer le truc là-haut, mais si les panneaux solaires ne se déploient pas, il n'y a pas d'énergie. Enfin, il y a des ergols, c'est bien, mais enfin, on peut pas. Il n'y a pas d'électricité à bord pour faire fonctionner les instruments, etc. Donc, et ça, c'était pour Noël. Hein, c'était le 25 décembre, donc c'était tout le monde était ravi. Et donc, alors, tout le monde était ravi, sauf que l'angoisse a été. Enfin, moi, j'ai eu quelques collègues qui ont bossé là-dessus. L'angoisse pendant cette période-là, pendant les 2 semaines qui ont suivi, était palpable, hein, parce qu'il y avait énormément de choses qui devaient se passer. Donc, on a déployé le panneau solaire au bout de 33 minutes, génial, séparation de la coiffe, séparation du lanceur, déploiement des panneaux solaires. Ouf! Sauf que 3 jours après, voilà, 120 minutes, l'antenne orientable, etc. Et puis, il y a eu toute la période vraiment où il fallait déployer le miroir, etc. etc. Et ça, c'était extrêmement angoissant. Donc, il fallait 2 semaines, en fait, pour déployer le bouclier thermique et le télescope. Et ce chiffre-là, je ne sais pas si ça vous parle, si certains ont été chefs de projet dans des domaines où, voilà, ça s'appelle single point failure, des points de panne unique. Ça veut dire 340, ça veut dire qu'il y a 340 problèmes, risques identifiés, qui, s'ils se concrétisaient, un blocage de mécanisme, etc., foutaient la mission en l'air, en gros. Sur une mission, j'allais dire normale, on a 10, 20, voilà, single point failure. Les gens, là, 340, je crois que dans les records battus par ce satellite, enfin par cet objet, c'est de loin. Je ne crois pas avoir entendu dire qu'on avait lancé un objet avec un nombre de points de panne unique potentiels de ce niveau. Donc, je vais vous dire que l'ambiance était extrêmement tendue, le moins qu'on puisse dire. Donc là, il fallait se dire, je croise les doigts, mais alors je les croise tellement qu'ils sont complètement vrillés. J'avais trouvé cette petite image, je ne sais pas si vous voyez là-haut, mais il y a marqué un jour prochain de décembre 2021. Le déploiement du pare-soleil a débuté, il semblerait que des vibrations inattendues, point de suspension. Et là, le commandant, celui qui est autour de la table à la salle, il dit « Vous pouvez vous arrêter de trembler derrière, vous faussez les télémesures. » Parce qu'en fait, tout le monde est tellement anxieux que ça tremble de partout. Je trouvais que ce truc amusant. Mais ça montre bien l'ambiance qu'il y avait dans cette période-là. Parce que il a fallu, tous les petits machins, là, tout ça tous les petits mécanismes qui devaient déployer, et notamment le déroulage des espèces, des nappes de Kapton, là, dont je rappelle que c'est quand même quelques dizaines de microns. Voilà, donc il y a un truc pour tirer c'est dément comme prise de risque et comme résultat, parce que tout s'est bien passé. Donc c'est ça qui est assez fascinant. Donc il y a les 5 couches qui ont dû être déployées les unes après les autres. Après, il ne faut pas oublier de déployer le télescope quand même, parce que voilà, tout ça s'est passé dans les jours qui ont suivi, dans une ambiance assez tendue, jusqu'au 24 janvier 2022, on est le fameux alignement avec le pare-soleil qui protège le télescope et les instruments des rayonnements du soleil, etc., bien positionnés sur l'orbite. Les températures des instruments ont été suivies pendant pas mal de jours, hein, parce qu'effectivement, il fallait que ça refroidisse doucement. Alors, il y a des instruments qui étaient refroidis suffisamment par ce qui se passait à l'extérieur, hein, les 3. Et puis, il y avait le fameux instrument MIRI qui, lui, avait besoin d'une température plus basse, avec le fameux nouveau matériel, en fait, nouvel instrument nouveau sous-système pour le refroidir.
Donc, voilà, jusqu'à mi-avril, en fait. Et puis après, une fois que les miroirs étaient déployés, fallait-il encore les aligner, hein, à 5 nanomètres près, les alignements. Hein. Donc, un alignement, il a fallu... Alors, ils ont choisi une étoile de la Grande Ourse, qui est très brillante en infrarouge, donc, qui est bien connue, isolée dans le ciel pour qu'il n'y ait pas d'erreur, et ils ont braqué les 18 miroirs dessus. En fait, ils ont braqué le télescope dessus. Et en fait, c'était c'était forcément le grand n'importe quoi, parce que le réglage initial, il était à 1 mm près, là on avait besoin de 5 nanomètres. Donc en réalité, on avait 18 télescopes. On avait 18 petits télescopes, il en fallait un. Il fallait que les différentes images des 18 télescopes s'accordent, etc. Donc ils ont fait ça. Ça a été... Bon, ça on voit les premières tentatives... Et puis après, ça s'est fait. Alors tout ça avec des réglages extrêmement fins, téléguidés depuis... Alors ce dont il faut que vous vous rendiez compte, c'est qu'on a beau avoir répété tout ça en salle lors des essais, on n'est pas dans les conditions du spatial, on n'est pas en apesanteur dans les grandes salles. Voilà, toutes les conditions de test ne sont pas absolument représentatives de ce qui se passe dans l'espace. Hein, donc c'est vraiment un truc qui était vraiment bon. Et donc fin avril 2022, ça se termine avec MIRI, un instrument à plus grande longueur d'onde, parce que lui, évidemment, il avait besoin d'une température plus basse. Donc on a attendu pour crier youpi que MIRI ait sa température nominale, c'est-à-dire cette température plus basse que les autres qui est ici. On est en partie plus lentement là, parce que le mode de refroidissement n'est pas le même. Et ils ont fait une première image sur le grand nuage de Magellan, qui est donc un petit morceau. Donc voilà l'image de Spitzer, donc l'observatoire infrarouge qui était juste avant, américain, voilà, à 8 microns, et voilà l'image de MIRI avec le Webb à 7,7 microns, c'est-à-dire le même genre d'image. Vous voyez, le saut de qualité d'image est vraiment absolument extraordinaire. Donc là, les gens, je fais ce petit truc-là parce que un collègue que je connais bien, qui bossait aussi sur ISOCAM et qui est responsable pour la France, qui était responsable scientifique de MIRIM, là, il m'a dit qu'il en a pleuré quand il a vu cette image. Parce qu'il avait travaillé sur les données Spitzer, il a travaillé sur ISO avant, et il dit quand j'ai vu ça, c'est... Oh là là. Surtout après cette attente absolument presque insoutenable en quelque sorte, avec tous les risques, tout ce que les gens pouvaient craindre. Donc, on sait maintenant que le JWST, il fonctionne plus que parfaitement. C'est même pas qu'il fonctionne, c'est qu'il fonctionne plus que parfaitement. Voilà, donc là, je vais passer très rapidement sur les quelques... Enfin, sur pas les quelques, parce qu'il y a plein de résultats qui tombent, et des scientifiques qui bossent, et les articles qui ne sont pas encore complètement... Voilà, parce que les domaines... Voilà, c'est une prouesse technologique, ça, c'est fantastique. Les découvertes à venir concernent différents domaines. Donc, on a commencé à faire des programmes d'observation en juin 2022. Il y a déjà eu 1000 réponses, 200 projets sélectionnés pour la première année. Voilà, du temps garanti aux consortia de laboratoires qui ont fabriqué les instruments. Et il y a déjà 150 articles scientifiques qui ont été publiés, les premières images, etc. etc. Donc ils ont fait, pour s'entraîner dès le début, ils ont fait un spectre de l'atmosphère de la planète Mars, qu'on connaît bien par ailleurs, pour pouvoir faire une sorte de comparaison. Donc ça, c'est un truc intéressant à faire. Pour rester dans le système solaire, il y a eu des images qui ont été faites de Jupiter, pour parler des choses toutes prêtes, hein, tout proches, donc 5 unités astronomiques, 40 minutes-lumière. Ça, c'est une image du HST en 2019, et là, on a l'image, évidemment, avec un choix de couleurs, avec les aurores boréales ici, avec le champ magnétique de Jupiter, tout ça, c'est en rouge. Voilà, donc c'est avec la caméra NIRCam. Donc l'idée, c'est tirer profit de la sensibilité du JWST pour raccourcir les temps de pause et gagner en précision. Donc là, c'est vraiment le programme de tout ce qui est planétologie du système solaire, mieux comprendre la dynamique, les processus chimiques, les profondeurs de l'atmosphère, cartographier les vents, observer les anneaux, les lunes, enfin voilà. Donc là, on est parti, sur le JWST, on pensait initialement, la première idée, c'était d'arriver voir le plus proche possible du Big Bang, et il y a déjà tout un tas de programmes scientifiques sur les planètes du système solaire qui ne sont pas du tout dans cette gamme-là, parce qu'on a des grandes longueurs d'onde. Voilà, donc là, on a une image qui est superbe. Il y a énormément d'images qu'on n'avait jamais eues. Hein. Ça, c'est un des tout petits satellites de Jupiter. Ça, c'en est un autre, d'ailleurs, qui est dans les anneaux de Jupiter.
qui fait 8 km de diamètre. Donc on voit des trucs, voilà, c'est superbe en plus. Et puis ça, c'est des galaxies lointaines à côté. Hein. Donc c'est vraiment très beau. Donc ça, c'était pour le tout proche. Encore tout proche, bon, il y a une galaxie ici qui est encore plus... Voilà, mais ils ont fait des images de Neptune. Neptune, donc c'est un objet que pour le moment, les deux grosses planètes Neptune, Uranus et Neptune, ont juste été survolées par la sonde Voyager dans les années 80, mais il n'y a pas grand-chose qui a été fait. C'est la première fois qu'on a là une image de Neptune, ses satellites, ses anneaux, son satellite Triton. Voilà, ça c'est une première absolue. On n'a pas l'équivalent. Alors c'est une image qui n'est pas très bonne au niveau résolution, mais en tout cas, les fameux anneaux de Neptune qui ont été découverts par André Braic, grand planétologue français qui était un ami au passage, en 84, ils avaient été photographiés par la sonde Voyager, mais en visible. Et on n'avait jamais observé les anneaux de Neptune en infrarouge. Donc là-dedans, bon, les planétologues sont vivement les autres, vivement Saturne, Uranus, Pluton, les astéroïdes et les comètes. Donc ça, c'est pour le tout proche. Il y a tout de suite des choses qui se passent autour des exoplanètes, donc les planètes autour d'autres étoiles. Donc vous savez peut-être que la première exoplanète a été découverte en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence par une équipe suisse qui a eu d'ailleurs le prix Nobel en 2019. On a découvert d'ailleurs que cette première exoplanète, c'est une sorte de gros Jupiter qui était tout près de son étoile, ce qui a remis en cause énormément de choses qu'on croyait avoir compris sur les systèmes planétaires. Notamment, on s'aperçoit que notre système solaire à nous, on croyait que c'était un peu le modèle qui était reproduit dans toutes les étoiles, et en fait, c'est exactement l'inverse, il est plutôt très original. Donc, ça avait été découvert par vitesse radiale, c'est-à-dire on n'avait pas vu l'exoplanète, on a vu, c'est un peu comme un patineur avec sa patineuse qui est beaucoup moins lourde. Voilà, il l'a fait tourner, mais en fait, lui, il tourne autour du centre ici. C'est un grand classique. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est le mouvement de l'étoile lui-même et elle-même, et non pas le... C'est pour ça qu'on a d'abord découvert des grosses planètes pour que ça se voit, cet effet-là. Donc, c'est ce qu'on appelle par vitesse radiale. Donc, on voit une étoile comme ça qui bouge, et on a la fréquence, et voilà, on en déduit qu'il y a une exoplanète. Alors aujourd'hui, dans la Voie lactée, voilà, dans notre environnement, tout ça, c'est des exoplanètes, tous les petits points. J'ai fait le point en mai 2023, le dernier décompte, à peu près 5300 exoplanètes qui existent dans un rayon de 400 années-lumière de nous, donc des planètes autour d'autres étoiles. Voilà, dont 50% sont dans ce paquet-là et viennent du projet américain Kepler, avec des répartitions... des Neptunes, un tiers de Neptune, un tiers de Saturne, Jupiter, et un tiers de Super-Terre, et quelques planètes qui ressemblent à la Terre. On n'a pas le modèle Super-Terre dans le système solaire, ça fait partie des choses intéressantes à expliciter d'ailleurs. Voilà. Et donc, on peut voir ces planètes à la fois, on peut en voir par vitesse radiale, c'était la première méthode. L'autre solution, c'est de mesurer la luminosité d'une étoile quand la planète passe devant, parce qu'il y a une légère perte de lumière. Voilà, ça il faut être bien positionné par contre, on ne peut pas le faire pour tout, mais voilà. Donc en gros, ça s'appelle la méthode des transits. Et la vitesse radiale, et puis d'autres méthodes sur lesquelles... Alors, JWST n'a pas vocation à détecter les nouvelles, mais à analyser les atmosphères des super-terres ou de planètes qui ressemblent à la Terre. Donc l'idée c'est, on a une planète, une exoplanète ici, il y a son étoile derrière, et ben, l'étoile qui est derrière envoie, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à faire des spectres, de la lumière qui est émise par l'étoile, on va regarder le spectre émis par l'étoile, on va regarder le spectre qui traverse l'atmosphère, et là, on va découvrir les éléments chimiques qui sont dans l'atmosphère de la planète. Voilà, donc on va voir le passage ici, et on a vu une mesure à 4,3 microns dans une atmosphère d'une exoplanète qui était un Jupiter chaud. On a vu une première détection de gaz carbonique, sachant que le HST avait déjà identifié des choses, mais c'est la première fois qu'on voyait du gaz carbonique dans cette atmosphère-là d'une exoplanète. Et puis, bon, il y a en ce moment le système TRAPPIST, dont on va sûrement réentendre parler. C'est un système planétaire découvert en 2017, avec 7 planètes rocheuses, dont 3 qu'on considère, alors qu'on appelle habitables, ça veut dire qu'elles sont ni trop près de leur étoile, ni trop loin, pas au congélateur d'un côté et pas non plus trop chaudes de l'autre. Et bon, ce système intéresse beaucoup parce qu'il est
Voilà, en fait, tout ça, ça tourne très proche d'une petite étoile qui est une naine qui est moins chaude que le Jupiter. Et donc, ce qu'on va faire, c'est des spectres. Là, vous voyez les spectres des atmosphères voilà, dans la Terre, chez nous, Vénus, Mars, et on voit les spectres mesurés de la lumière de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle éventuellement, on va chercher des biosignatures. Les biosignatures, c'est typiquement, vous savez peut-être que l'oxygène qui a été fourni il y a 3 milliards d'années aux êtres vivants sur la Terre et qui a orienté, je dirais, la façon dont la vie s'est développée sur la Terre, a été fabriqué par des bactéries qui s'appellent des cyanobactéries, qui ont la propriété de produire de l'oxygène à partir de gaz carbonique, d'eau et de lumière, la lumière du Soleil. C'est à ce moment-là, il y a 3 milliards d'années, qu'on s'est mis à avoir de l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre. Donc l'oxygène ou de l'ozone. Donc ça veut dire que si on trouve ce genre de produit, si on trouve dans une atmosphère d'exoplanète du gaz carbonique, de la vapeur d'eau, de l'oxygène ou de l'ozone, il va y avoir tout de suite des grands débats sur « donc il y a de la vie sur cette planète ». Bon, vous avez immédiatement plein de gens qui disent « attendez, il y a d'autres mécanismes qui permettent d'obtenir les mêmes… voilà ». Mais donc c'est le début de la recherche d'une vie potentielle dans d'autres systèmes planétaires. Est-ce que notre système est une exception? Pourquoi? Est-ce qu'il y a pourquoi il y a des mini-Neptunes, des super-Terres ailleurs? Est-ce qu'on pourrait détecter une exolune? Puisqu'on pense maintenant que la Lune n'est pas pour rien dans le fait qu'il y ait de la vie sur la Terre, parce qu'elle stabilise le système. Voilà, donc ça, il y a plein de choses autour des exoplanètes, c'est un chapitre en soi. Ce n'est pas les mêmes scientifiques qui s'occupent des différents objets. Hein. Voilà, donc il y a aussi le chapitre vie poussiéreuse des étoiles, donc j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Les nébuleuses de ce type où il y a… voilà, ça c'est la taille de la Lune, toujours pareil, ça tient beaucoup de place, cette énorme nébuleuse. C'est la plus grande pouponnière d'étoiles connue, avec plein d'astres, des jeunes, des vieux, des solitaires en amas répartis. Voilà, ça c'est un endroit qui est très… Et donc, ça, c'est une cavité qui a été creusée, je l'ai écrit ici, par le rayonnement ultraviolet des étoiles qui sont nées là-dedans. Et donc, on a pris une image ici. Enfin, j'ai choisi cette image-là parce qu'elle est parue dans tous les journaux, y compris ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Ça avait été pris par le Space Telescope Hubble en 2008. Et là, je vous ai surimprimé la même vue prise par le JWST. On voit effectivement… d'une part, une amélioration en résolution spatiale, mais on voit en plus des objets qu'on ne voyait pas dans le visible. Donc, bon, ça, les astrophysiciens qui s'intéressent à la naissance des étoiles, voilà. Donc on est en plein dans la compréhension des interactions entre le rayonnement UV des bébés étoiles, les gaz, les poussières. Ces processus ne sont pas bien compris. Voilà, comment tout ça, ça influence la naissance de nouvelles étoiles. C'est des sujets scientifiques en soi, qui sont très différents de ce dont je parlais sur Jupiter-Neptune d'un côté ou le sujet des exoplanètes. Voilà une autre nébuleuse, la nébuleuse de l'Aigle, qui est à 5800 années-lumière de nous. Vous voyez pourquoi l'Aigle, on a l'impression que c'est un grand oiseau comme ça. Voilà, donc là, on a les architectures en colonne où on suppose que les bébés étoiles naissent. Enfin, c'est pas qu'on suppose, on a les preuves maintenant, on a des… Voilà, donc ça avait été découvert, redécouvert par le Space Telescope Hubble. Et donc là, on a des images maintenant du HST en grande longueur d'onde. Donc je vous ai dit tout à l'heure que à cause du sac en plastique, que l'infrarouge passait à travers les nuages de poussière, vous voyez ici, dans visible. Et puis là, on voit toutes ces petites étoiles-là, parce qu'en fait, les infrarouges ont traversé les zones de poussière qui sont là. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les piliers de la création, les Américains. J'ai horreur de ce terme, mais enfin bon, c'est comme ça. Ça, c'est la mort d'une étoile. C'est la nébuleuse de l'anneau austral, qui doit être en train de mourir depuis 5000 ans. Donc il y a ici une étoile qui a… Ce qui arrivera à notre Soleil, hein, c'est la fin ce qu'on appelle la phase géante rouge. Donc on appelle ça depuis toujours des nébuleuses planétaires, parce que c'était nébuleux et que ça avait un peu… une forme elliptique ou circulaire qui faisait penser à des planètes. En fait, ça n'a rien à voir avec les planètes. Mais ça, c'est du temps où on ne savait pas la différence entre une nébuleuse, une galaxie. Voilà, c'était nébuleux, il y avait un nuage. Donc,
Ça, c'est la fin de vie de notre étoile. C'est typiquement le genre de choses qui se passera avec notre Soleil d'ici 3 milliards d'années. Donc, les gens essayent de bien comprendre. Donc, on voit avec la caméra proche infrarouge, et puis l'image longue, plus grand infrarouge, en fait, plus longue, plus grande longueur d'onde. Et donc là, c'est ce qui se passera avec le Soleil, je le disais, dans dans quelques milliards d'années. Il va passer par la phase géante rouge. Bon, je ne réexplique pas ici toute l'histoire des étoiles parce que ça va nous entraîner trop loin. Mais donc là, c'est intéressant parce qu'on a 2 étoiles sur Miri, et on voit que la petite naine blanche qui est le cadavre de cette étoile ici, il y a une autre étoile à côté, donc ça c'est très intéressant. Voilà, est-ce qu'il y a du transfert de matière? Donc ça c'est un sujet scientifique aussi, pour regarder ce qui se passe. Et voilà une autre nébuleuse dans le Grand Nuage de Magellan, qui est donc la petite galaxie qui est satellite de la nôtre, de la Voie lactée, où là on a regardé aussi dans plusieurs longueurs d'onde. Vous voyez que selon la longueur d'onde, on ne voit pas tout à fait les mêmes objets. Et donc c'est intéressant de savoir pourquoi, dans cette nébuleuse-là, il y a l'air d'avoir un taux de naissance d'étoiles qui est supérieur à ceux de toutes les autres galaxies proches. Donc est-ce qu'un processus est différent? Voilà. Donc il y a plein de sujets, évidemment, sur lesquels, et puis évidemment les sujets liés au spectre, puisque là on détecte de l'hydrogène atomique, de l'hydrogène moléculaire, de la poussière de charbon, en quelque sorte. Et donc voilà, on regarde tout ce qui est composition chimique, pour essayer de comprendre toutes sortes de... Voilà, ça c'est pour les... Tac. Alors les galaxies, je vous ai mis 2-3 images comme ça, et puis j'aurais presque fini. Donc les galaxies, là on a une galaxie superbe, NGC 7496, c'est le nom tout à fait... Ça c'est une image du Space Telescope Hubble, et ça c'est l'image de Miri, du JWST, dans d'autres longueurs d'onde. Et là, on a... cette image-là intéresse beaucoup les scientifiques. Ils appellent ça le squelette de poussière. En fait, on voit la répartition des poussières dans la galaxie, évidemment beaucoup mieux que ce qu'on ne voyait avec Hubble. Donc tout ça est très complémentaire, en fait. C'est pas que c'est la suite, c'est que ça rajoute le squelette de poussière. Et on découvre tout un tas de coquilles où naissent les jeunes étoiles, etc. Donc il y a toute la formation des étoiles dans ce genre de galaxie qui va être... Bon, ils ont regardé 60 amas de jeunes étoiles avec un cœur très brillant. On pense qu'il y a un trou noir supermassif au centre. Voilà, donc là... Et puis je vous ai mis, le quintet de Stéphan, qui est une belle image, en fait, avec... découvert en 1878 par Herschel, je crois d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est une image où on a mélangé l'image de la caméra proche infrarouge et de Miri, qui va donc jusqu'à 28 microns. Donc on ne voit pas tout à fait la même chose. On a les distances, ça s'éloigne à 6500 km pour ces trois-là, et puis celui-là non. Donc on voit très, très bien dans les mesures de vitesse que cet objet-là n'a rien à voir avec les trois autres, ils ne sont pas liés. Ça c'est une image du HST 2009. Il y a 3 galaxies spirales et 2 elliptiques. Il y en a une ici et une ici. Celle-là est en train de se faire bouffer par celle-là, apparemment. Donc il y a ce qu'on appelle une collision de galaxies, des interactions, force de marée. Donc là, il se passe des choses intéressantes. Et ça donne en général des flambées de formation d'étoiles. Donc on a ici, en mettant toutes les images les unes sur les autres, on pense là aussi qu'il y a un trou noir supermassif dans cette... Donc ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est un formidable laboratoire d'études des galaxies, de leur évolution et de leurs interactions. Donc on est à toutes les distances. Ça que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'on est aussi bien en train de faire des découvertes sur Neptune ou Jupiter, et sur les galaxies qui sont très loin de nous. Voilà, les images avec de l'autre longueur d'onde. Vous voyez la différence d'image entre la courte longueur d'onde et la grande longueur d'onde. Et puis on mélange les 2 images, et voilà, on a d'autres façons d'interpréter. Et évidemment, à chaque fois, on fait des spectres. On trouve des ions fer, on trouve l'hydrogène à nouveau, avec l'autre instrument qui est NIRSPEC, qui fait donc des spectres. Donc les questions qui se posent là, c'est
Pourquoi les galaxies lointaines sont plus petites, qu'elles sont moins organisées, quel est le rôle des trous noirs dans la formation des galaxies. Tout ça, c'est des sujets qui vont être travaillés par les scientifiques avec des résultats, et c'est le cas actuellement. Et puis le dernier exemple que je donne de résultats relativement récents, qui pose problème, voilà. Ça c'est, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'œuf et la poule. Est-ce qu'on a commencé par des étoiles ou est-ce qu'on a commencé par des nuages dans lesquels se sont formées les étoiles? Voilà, donc la NASA espérait, avec ce télescope-là, régler assez rapidement le cas en avançant vers le Big Bang de 200 millions d'années. Dans ce schéma-là, j'aime bien ce truc-là, c'est-à-dire qu'on a notre télescope ici sur le sol, on a notre ciel habituel avec toutes les galaxies, puis là on a la zone où commence à se former, on a le fond diffus cosmologique, et puis on a la région où commencent à se former des objets astrophysiques. Donc astronomiques, voilà. Donc il y avait l'univers à 3000 Kelvin qui était tout petit. Quand il y a une expansion, il se refroidit, puisque évidemment, en augmentant le volume, le contenu énergétique étant le même, on se retrouve avec aujourd'hui avec un univers qui est plutôt à moins de 170 degrés en moyenne, sauf toutes les étoiles, les galaxies, etc., où il fait chaud. Mais donc toute l'histoire de cette expansion de l'univers, entre là et la formation des premiers objets astronomiques, il y a ce qu'on appelle les âges sombres, et c'est là qu'on aurait bien aimé voir un peu ce qui se passe. Donc ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fond du ciel mesuré par Planck. Donc 3000 degrés, ça veut dire que c'est de la lumière visible qui a été qui a été envoyée à ce moment-là, qui nous arrive aujourd'hui sous forme de micro-ondes. Donc ça montre une distribution de matière assez inhomogène, et la question c'est comment est-ce qu'on passe de cette matière inhomogène à, inhomogène mais pas de beaucoup, à un univers aussi disparate et différencié avec des paquets de galaxies, des amas de galaxies, etc. etc. Donc ça c'était la question de base, ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos de... Et donc ce que tout le monde pense, ou pense, oui, pour le moment, c'est que les fluctuations qui sont là ont été amplifiées parce qu'elles sont tellement pouillèmes que ce n'est pas ça qui explique la diversité du monde, de l'univers d'aujourd'hui. Donc il y a des effondrements, il y a les premières étoiles, forcément énormes, avec une vie courte, qui ont fabriqué les éléments chimiques, voilà, les premiers trous noirs, les premières galaxies. Donc c'est ça que ce type de physique voulait inventorier un peu, et avec la formation des premiers objets astronomiques. Alors, JWST, pour le moment, a découvert en juillet 2022 la galaxie la plus ancienne à ce jour, qui a 350 millions d'années-lumière après le supposé Big Bang. Moi, je suis toujours un peu gêné qu'on mesure un truc à partir d'un truc dont on n'est pas sûr, mais enfin bon, c'est l'habitude. C'est les théoriciens qui ont mis une date au Big Bang ici, et on mesure tout par rapport à ça. Donc la galaxie en question, c'est une espèce de chose un peu informe sur lesquelles ils vont sûrement avoir à travailler, mais c'est une petite galaxie qui ne fait que 1 milliard d'étoiles, contrairement à la nôtre qui en fait 100 milliards. Donc c'est une petite galaxie. Donc voilà, comment ça s'est passé tout au début? Est-ce que des petites galaxies se sont collisionnées et accrochées avec d'autres petites pour faire des grosses? Ça, par exemple, c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc ça, c'est... Alors, le dernier truc par lequel je vais terminer par ça, c'est qu'aux États-Unis, donc les gens qui s'intéressent à ça, c'est-à-dire l'univers vraiment très lointain dans l'espace et dans le temps, ils sont en train de dépouiller, c'est l'Université du Texas qui est leader dans un programme transverse, là. Ils sont en train de dépouiller des images de la caméra proche infrarouge de JWST pour essayer de voir, voilà, c'est des petites images... Ils sont en train de dépouiller tout ça. Et ce dont ils se sont aperçus, c'est que les images du Space Telescope Hubble qui avaient été prises de ces galaxies lointaines sur lesquelles repose la théorie actuelle, c'est-à-dire les petites galaxies, elles ne sont pas formées, elles ne font pas des belles spirales comme les galaxies qu'on a près de chez nous, enfin près de chez nous, quelques millions, milliards d'années-lumière, mais voilà, c'était un peu, lui il disait, Space Telescope, les images n'étaient pas très belles. Dans l'univers proche, on a 2 tiers de galaxies spirales et 1 tiers d'elliptiques, c'est-à-dire des vieilles galaxies. Le HST, le Space Telescope Hubble, avait dit qu'il y a des jeunes galaxies au-delà d'un milliard, voilà, mais elles sont perturbées, il y a des disques, il n'y a pas beaucoup de spirales, elles sont sous forme de disques, elles ont une forme un peu étrange. Et en fait, avec les images qu'ils ont travaillées ici, ils ont reconstitué des formes de galaxies qui sont très très lointaines,
mais qui ressemblent beaucoup aux images de galaxies qu'on a proches de nous. Donc en fait, cette idée que les images, ils ont en fait de l'imagerie sur les objets qui avaient été vus par le télescope Hubble, qui avaient été considérés comme des images de galaxies un peu chevelues n'importe comment, qui n'avaient pas de forme, qui étaient un peu étranges, etc. Et ils se sont aperçus qu'en fait, si, elles sont tout à fait, elles ont une forme assez classique. C'est des galaxies qui sont spirales. Donc les observations du JWST, jusqu'aux 300 millions d'années-lumière après le Big Bang, elles sont plutôt bien structurées, elles sont très massives, on en trouve beaucoup plus que ce qui était attendu, avec 10 fois plus de disques et cette forme spirale que attendue. Et puis on a quelques spirales qui sont anémiques, ça veut dire qu'elles ne forment plus d'étoiles. Donc ça veut dire que les galaxies, peut-être, elles sont apparues beaucoup plus tôt que ce que les théories actuelles prédisent. Donc là, on a vraiment un gros... Enfin, les gens qui travaillent dans ce domaine ont vraiment un gros souci. Il peut se gratter la tête, là, parce que les théories actuellement ne correspondent pas aux observations. Et donc, il y a des choses à comprendre, vraiment, avec les... Alors, c'est sympa quand il y a des trucs à comprendre. C'est comme ça que la science avance. On avait une théorie qui expliquait ce qu'on croyait voir, et quand on regarde avec des instruments plus puissants, ce qu'on croyait voir, c'est pas ce qu'on voit. Ça veut dire que la théorie, il faut faire des petites modifs et revenir dessus, quoi. Voilà, donc là, je vous ai brassé, mais alors à vitesse grand V, les différents domaines dans lesquels il y a des résultats qui sont... Bon, il y a tous les jours qui tombent sur le JWST, mais c'est vraiment... Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des domaines qui vont être traités par le JWST. Ce que disent les gens, c'est un bijou d'ingénierie dont les performances jusqu'à présent dépassent les espérances, après toutes les craintes que les gens ont eues. Et évidemment, cette phrase que je trouve tout à fait pertinente, je ne sais plus où est-ce que je l'ai lu, mais les plus grandes découvertes seront celles auxquelles on ne peut évidemment pas s'attendre. C'est le propre d'un projet de cette envergure, mais c'est vraiment un énorme projet, et puis voilà, une réalisation humaine assez fascinante, dont je suppose d'ailleurs qu'on aura du mal à faire une suite, parce que là, on est vraiment dans la recherche fondamentale, et bon, ma crainte personnellement, c'est qu'on s'éloigne un peu de la recherche fondamentale pour... mettre l'argent dans des domaines qui sont un peu plus soit prestige géopolitique, soit ressources, business. Voilà. Et c'est vrai que de comprendre, vous pouvez toujours dire à quoi ça sert de comprendre comment les galaxies sont nées il y a 13 milliards d'années. Bon, c'est la recherche fondamentale, c'est la compréhension de l'univers dans lequel on vit. Voilà, je vous remercie de votre attention. En fait, c'est assez compliqué, cette conf sur le JWST, dans laquelle je me suis lancé un jour de folie. C'est qu'en fait, ça s'adresse, c'est un couteau suisse à plein de lames. Et en fait, je me dis à chaque fois, si les gens ne savent pas ce que c'est qu'une exoplanète, ou ne savent pas ce que c'est qu'une galaxie, ou ne savent pas, etc., ça couvre, c'est une conf, enfin voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, j'ai ratissé un peu large pour vous donner un peu au moins que vous soyez capable de lire un article ou deux dans des revues comme l'astronomie, ciel et espace, ou ce genre de choses. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Donc merci beaucoup, Daniel. Les questions seront posées dans le pot au cours du... Voilà, je suis à votre disposition, mais... Parce qu'on a explosé des délais, comme d'habitude.